Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du 4. Je suis Cody McRide et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me cherchez sur la vidéo, je suis en haut à droite, coucou, coucou. Et si vous m'écoutez, bah vous pouvez pas me voir, mais en tout cas vous avez ma superbe voix, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur la review du show DDT Peter Pan 2020. La Dramatic Dream Team, qui est l'une des grosses promotions, allez on va dire la top 3, dans le top 3 des promotions, en tout cas au Japon actuellement. Et bien sûr pour en parler dans ce podcast, je ne pouvais pas être tout seul parce que, je vous le dis tout de suite, je suis loin d'être un gros spécialiste de DDT, mais pour ça, pour faire une review d'un gros show comme le Peter Pan, qui est un peu le Wrestle Kingdom, on va me confirmer ou pas, de DDT, j'étais obligé d'avoir sûrement l'un des gars qui est le plus spécialiste de DDT que je connaisse, à savoir Wingreen. Salut Wingreen, ça va? Salut Cody, salut à tous. Et effectivement, je te confirme, Wrestle Peter Pan, c'est bien le show le plus gros de l'année, la DDT tout simplement. Et ça existe depuis la création de la DDT, le Wrestle Pan, Peter Pan? Très honnêtement, pour pas mentir, je n'ai plus l'information, mais okay. Ça fait bien des années que ça existe, oui. Ok. Déjà en 2012, le fameux match que tout le monde connaît entre Ibushi et Omega, c'était déjà dans un Peter Pan. Ouais, d'accord, ok. Et oui, et donc là, je pense que tu confirmes ce que j'ai dit dans l'intro. La DDT, je pense que ça fait partie du top 3 actuellement au Japon. Bon, on peut considérer ça ainsi, effectivement. Ouais, moi je mets DDT Noah sur le même niveau, et puis New Japan, quoi. Non, forcément. Je pense qu'après t'as Dragon Gate et puis Big Japan, un truc comme ça, quoi. À peu près. Le top 5. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, Wingreen, pour parler du show donc Peter Pan 2020. Show qui a eu lieu en deux jours, tout comme le Wrestle Kingdom. Est-ce que c'est un mini tacle ou un petit troll comme ils aiment le faire, à ton avis? On pourrait le penser parce que c'est des spécialistes dans le genre, mais je pense pas là, pour le coup. Mais pour le coup, effectivement, je pense pas non plus, puisque de toute manière, en un seul show, parce que les Peter Pan ont l'habitude de durer bien longtemps. Je veux dire, l'année dernière, ça a duré 7 heures. Donc c'était bien costaud à se manger. Et donc là, en plus dans les conditions actuelles, 7 heures d'un coup, enfin 6 heures d'un coup, en l'occurrence, ça aurait été trop compliqué à se manger. Donc en 2 jours, c'est très bien. Ouais, c'est sûr. Et puis après, ils avaient annoncé en fait que ce show-là aurait lieu sur 2 jours quand le rachat de Noah par Cyber Agent, qui est également celui qui détient la DDT, a été annoncé. Ils ont également annoncé qu'il y aurait des gars de la Noah sur Peter Pan et le show sera en 2 jours. Il avait annoncé, je crois, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Possible, effectivement. Ouais. Donc voilà. Ouais, tu voulais dire un truc? Forcément la mémoire à ça, étant donné que le coup de la Noah, en l'occurrence, a beaucoup plus retiré mon attention, bien évidemment. Ouais. Effectivement. Donc, on va essayer d'être le plus pédagogique entre guillemets quand on va parler du show, essayer de dire vraiment ce qu'on a ressenti sur le show. Moi, je vous le dis tout de suite, en tant que gros novice de la DDT, alors bien entendu, je connaissais quelques catcheurs, mais j'ai déjà vu quelques matchs de DDT, bien sûr, mais je n'avais jamais vu un show au complet. Et donc, j'ai regardé ce show-là, donc le Peter Pan à huis clos, en 2 jours. Pour la première fois en full, c'était mon premier show de la DDT. Avant de commencer, est-ce que tu penses que c'est le meilleur show pour commencer la DDT ou pas? Personnellement, je ne pense pas. Mais non, parce que déjà de par le contexte sans public, etc. C'est déjà dedans, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et ici, on a surtout sur la première journée, on a des choses qui demandent pas mal de références, pas mal de connaissances, de bien savoir où on se situe. Et démarrer avec ça, si t'as pas les clés, si t'as personne pour t'aider ou quoi qu'est-ce, c'est très très compliqué. Tu risques de passer à côté de pas mal de choses, je pense.
Ouais, clairement. Et moi, c'est ce que je t'ai dit en off. Je dis, moi, quand je regardais le show, j'ai été perdu plein de fois. Mais bon, comme j'ai tendance à être curieux, je m'accroche. Et puis bon, même si tu comprends rien, parce que c'est en japonais, il y a quand même des trucs fun et tu te demandes un peu ce que tu regardes. Mais en même temps, en cliquant sur un show DDT, c'est très bien que tu vas tomber sur ce genre de truc. Mais je pense vraiment que la DDT, c'est le summum du compliqué pour les promotions japonaises, quoi. Pour nous, Européens. Si on a envie de vraiment, pour moi, la promotion la plus compliquée à suivre et à comprendre, surtout à comprendre, c'est la DDT, quoi. Il se passe tellement de trucs particuliers qui sont pas dans nos habitudes que c'est déroutant à mort, quoi, la DDT, je trouve. Mais totalement, je veux dire, c'est à chaque show, t'as forcément des trucs où il faut réfléchir à nouveau, essayer de recomprendre. Mm. Moi-même, qui a DDT depuis 2-3 ans maintenant, Ouais. de manière assidue en tout cas, il y a toujours des choses à essayer de comprendre, parce qu'ils vont toujours chercher des nouveaux délires, des nouveaux stipulations complètement cheloues, etc. Mm. Il faut bien comprendre des nouvelles histoires très très cheloues, encore une fois. Donc, et là, c'était encore le cas, donc de Ouais. toute manière, voilà, il faut s'accrocher, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, plusieurs fois pendant le show, je t'envoyais des messages pour comprendre certains trucs. Et il y a un truc qu'on peut conseiller également, déjà. Si vous voulez vous lancer dans un show de n'importe quelle promotion japonaise, mais encore plus les shows d'EDT, déjà prenez Cage Match, allez sur la carte et regardez les noms déjà dans notre alphabet, c'est beaucoup plus simple à essayer de comprendre déjà généralement. Et encore mieux, je sais qu'il y a un compte Twitter, ça doit être DDT le slash du 8 Eng, quelque chose comme ça, ENG, où tout est traduit en anglais, si je dis, si c'est bien ça, Wingren. Il est ce compte qui s'appelle DDT English Update, et oui, Ouais, c'est effectivement, ça, ouais. l'arroba c'est pro score 8 eng, qui te fait, en fait, il te fait des threads à chaque live où il te traduit tout, les promos, etc. Et Ouais, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Même moi, sur ce Peter Pan-là, il y a des choses, ça m'a bien aidé, parce que je n'ai pas forcément toutes les rêves japonaises non plus, quoi. ouais, ouais. Quoi, tu parles pas japonais? Oh merde! Non, Ah non. mince. Et, et surtout qu'il y a des catcheurs dans Identity qui parlent beaucoup, et genre Ouais. vraiment beaucoup. Genre, ici, on n'a pas vraiment eu de cas, mais il arrive que dans des matchs, même dans des Battle Royale, hein, il y a deux mecs en particulier qui vont stopper le match, prendre un micro et te faire une promo de 10 minutes. Cadeau. Ouais, ça m'étonnerait. Ça m'étonne même pas. Enfin, en tout cas, voilà. Bon, pour moi, la DDT, c'est fait pour ceux qui ont envie d'être déroutés, de pas comprendre trop ce qu'ils regardent et en même temps qui est passionné de catch parce que DDT c'est pas que du fun, c'est et aussi de l'excellent catch et clairement je pense qu'on et surtout moi pour moi dans ce deuxième jour c'est clairement pour moi le deuxième jour qui a mis le work rate très très haut je pense surtout avec deux matchs. On en reparlera un peu plus tard mais sinon bien entendu DDT c'est pas que du fun loin de là quoi. Non, pas du tout. Effectivement, il y a beaucoup de fun et c'est ce qui est le plus relayé sur les réseaux sociaux parce que c'est loufoque, ça fait Mm. marrer, tout ça, tout ça. On est Mais effectivement, t'as des gros matchs bien forts dans le dernier tiers de la carte, ouais généralement. ouais. Les 2-3 derniers matchs des cartes d'Inity, souvent, c'est des matchs beaucoup plus sérieux. C'est Et ça. ça peut envoyer du lourd, notamment sur les main events. Bon, Mm. évidemment, on en parlera tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Et beaucoup d'intergender aussi chez DDT. Ça, j'ai noté, c'est un truc qui me. Ça, c'est vraiment une différence par rapport à tous les autres promotions au Japon qui sont soit uniquement féminines ou soit uniquement masculines. Eux, c'est intergender avec leur alliance avec Tokyo Joshi Pro, c'est ça TJP. Alors, Non. pas exactement parce que c'est pas une alliance, c'est D'accord. juste que la TJP appartient à la DDT. Ah Enfin, oui, ok. c'est la même bombe. C'est juste une subdivision de la DDT, la plus Ah ok, connue oui, des c'est la brand subdivisions. féminine en fait. Un peu. Grosso modo, oui. Ok. Ok, ok, très bien. Donc voilà, donc vous verrez. Si vous avez, en tout cas, bon, clairement, je pense que ce podcast vidéo est également regardable, même si vous n'avez pas vu le show. Bien sûr, on va spoiler les résultats, on va en discuter avec Wingreen. Mais voilà, l'objectif, c'est de mettre en avant la DDT dans un podcast qui va être en format podcast, donc ça va durer 1 heure, hein, quelque chose comme ça, peut-être plus, on sait pas. Avec Wingreen et moi, ça peut durer un peu de temps, voilà. Mais on va essayer quand même de faire pas trop lent.
Mais voilà, l'objectif c'est de mettre ce produit en avant qui, moi, avant de regarder ce show-là, bah, je n'étais clairement pas un connaisseur. Et puis c'est vraiment une découverte et c'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne des rebuts du catch depuis le début. C'est d'essayer d'être curieux et de découvrir d'autres choses et de vous faire découvrir d'autres choses. Donc voilà, je sais que Wingreen est très content qu'on parle de ça sur une chaîne en France. Et tant mieux si ça te fait plaisir en tout cas. Oui, évidemment, forcément, le contenu que j'aime, si on peut en parler un peu de temps en temps, c'est pas moi qui vais refuser, clairement. Effectivement, effectivement. Bon, très bien. Avant tout ça, je voudrais juste dire que si vous aimez le fait qu'on essaye de parler d'autres choses dans le YouTube Game Catch français, bah, surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et puis bah, après avoir regardé, bien entendu, cette review, si vous aimez le podcast et la vidéo, vous pouvez que ça soit vous abonner, comme je l'ai dit sur YouTube, mais également sur tout ce qui est site podcast, hein, Spotify, Deezer, SoundCloud, où on est disponible. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur ces formats-là et également bah, laisser des likes si la vidéo vous plaît et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à réagir à ce qu'on va dire et également à dire comment vous avez trouvé ce show, si vous l'avez regardé ou si vous l'avez pas vu, est-ce que vous êtes tenté après avoir écouté notre review. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Est-ce que tu as un dernier message à dire sur DDT avant de commencer vraiment la review Je pense qu'on a dit l'essentiel en tout cas avant de commencer, personnellement. Ok, très bien, très bien. Et donc, ouais, donc le show était dans leur studio, donc c'est un studio qui leur appartient ou pas, ça? Je sais pas. Là, sur Cage Bash, moi je connais pas forcément tous les noms des salles, surtout c'était de salles, ça s'appelle le Shinjuku Face, donc c'est dans le quartier de Shinjuku à Tokyo en tout cas. Et D'accord. oui, je pense que ça doit être lié à Abema, qui est la télé Ouais. qui est partenaire de la DDT, qui sont décidément pas mal impliqués en tout cas de ce que j'en vois un peu partout. Mais j'ai l'impression que cette salle, je l'ai déjà vue sur quelque chose. Enfin, elle me dit quelque chose, donc ça se peut qu'ils ont déjà fait des shows avec du public dans cette salle aussi, hein. Parce que je pense que c'est une salle qui peut clairement accueillir du public, hein, pour le coup. Je pense. Regardez, en tout cas, oui, oui, il y a déjà eu du public dans cette salle. Je vois pas mal de shows différents qui ont Ok. eu lieu. Je crois que j'ai déjà vu de la Zero One. Ça me dit quelque chose, mais bon, peut-être que je me gourre. Peut-être, hein, je sais pas. Ok, donc on va commencer avec le premier match. Du coup, c'était Seigo Tachibana contre Nobuhiro Shimatani. Donc Tachibana, moi personnellement, je le connaissais parce que tout simplement, je l'avais vu du côté de chez Wasal One, la défunte Wasal One, l'ancienne promotion de Keiji Muto, qui a malheureusement fermé ses portes. Et donc du coup, bah, ça nous permet de retrouver pas mal d'anciens de Wrestle One un peu partout. Certains chez DDT, certains chez Big Japan Pro Wrestling, certains chez All Japan Pro Wrestling, et peut-être certains, pourquoi pas, chez New Japan. Bon, j'y crois pas trop, mais peut-être, on sait jamais. En tout cas, voilà, ça permet de voir pas mal de gens un peu ailleurs, et ça c'est cool. Et donc, bah, Seigo Tachibana, c'est un jeune catcheur, si je dis pas de bêtises, il a 22-23 ans, quelque chose comme ça. Je viens de vérifier, 22. 22, tu vois, je me souvenais, on me l'a dit il y a pas longtemps, mais j'avais un doute quand même. Et donc, bah, moi pour le coup, j'étais très content de le voir parce que je trouve que Tachibana, vous le voyez pour ceux qui regardent la vidéo et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir toutes les photos, hein, bien entendu, vous recherchez ou sinon vous allez voir la vidéo sur YouTube. Et Tachibana, clairement, je trouve qu'il est hyper charismatique. Est-ce qu'il bah, la force, sa force pour moi, c'est son personnage entre guillemets entre guillemets, attention, Yakuza. Il me fait penser un peu, tu sais, aux méchants dans Onizuka ou dans tous les mangas un peu clichés qu'on voit, genre les Onizuka ou tout ça, où t'as tous les mecs accroupis en train de fumer leur clope. Bah Tachibana, c'est un peu ça, quoi. Bêtement. C'est son personnage en tout cas. Et Shimitani, est-ce que tu le connaissais toi avant ce match-là? Ben, en fait, moi les deux je les connaissais pas, hein, même pas Tachibana parce que la Wrestle One je regardais Ouais. très très peu. T'aimais pas YouTube? Et non, c'est pas. Si, bah, disons que quand tu vois les affiches des main events, oui, j'en regardais évidemment. Ouais, oui, tu regardais pas toute la carte, quoi. C'est ça que je me Oui, dis, ouais. voilà, c'est ça, je regardais principalement les main events. Non, ces noms-là, du coup, ça me parlait pas spécialement. Du coup, je les ai découverts sur les
2-3 shows auparavant, parce que ils ont la DDT avant ce show, ils ont fait une série de 5 DDT TV, donc c'était les 5 semaines précédentes, Ouais, une fois par semaine. Et du coup, ils avaient introduit ça, je crois, au 4e, si je dis pas de bêtises. d'accord. Juste, voilà. Une petite Juste, storyline rapide. ouais, voilà, juste pour l'opener, ça fait pas de mal. Ouais, 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 bon, voilà quoi. Donc du coup, tu connaissais aucun des deux. Je les ai découverts sur le tas pour le coup, ces deux-là. Ok, ok. Bon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon opener, plutôt un bon choix d'opener. C'était très vivant, j'ai trouvé. Alors du coup, bah, comme il n'y a pas de bruit dans la salle ou autre, hein, bah, les catcheurs ils en font un peu des tonnes, mais ça fait également partie du personnage de Tachibana qui a eu, comme je l'ai dit, toujours cette façon de parler avec une voix assez aiguë, etc. Une voix assez reconnaissable. Et voilà, ça c'était pas non plus incroyable niveau nearing, mais je trouve que pour un opener, ça fait clairement le taf. Et, euh, et voilà, moi, après, j'ai pas spécialement de grands souvenirs au point de vue in-ring dans ce combat. C'est plus sur le fait que pour moi, Tachibana, il est hyper charismatique et il y a un truc à faire. Il est très jeune et je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment cool avec ce gars-là, quoi. Complètement. Je pense aussi qu'il y a un truc très, très cool à faire avec ce type-là. En tout cas, il y a une certaine esthétique, un certain visuel de Ouais, sa part qu'on peut tout à fait exploiter de manière très intéressante. Quant au match, de mémoire, il était plutôt très sympa. Bon, je ne l'ai pas ouais. spécialement retenu, bien évidemment, mais je trouvais qu'en fait, que pour se mettre dans le show, c'était très bien. Voilà. Oui, oui, oui. C'est ce qu'on Enfin, demande d'un opener, ouais. je demande d'un opener, surtout sur les matchs de ce genre, dans ce genre de show. Hmm. On C'est commence doucement, mais proprement. J'ai rien à redire personnellement. ok, ok, ok. C'est bon, alors on va vous dire à chaque fois si c'est un match qu'on conseille ou pas. Bon, c'est pas non plus un match que je conseille, mais si vous voulez découvrir Tachibana, moi je pense que c'est un nom peut-être à suivre dans le futur, je trouve. Je sais pas, je mettrais peut-être une petite pièce. Je pense que ça peut être un futur nom d'ici peut-être 10 ans. S'il a 22 ans, je me dis peut-être à 30 ans, ça peut être un bon nom du Puro. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, enfin, j'attends de voir son Ouais, bien évolution en sûr. tout cas. Hmm. Ok, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. On va enchaîner du coup avec le second match. C'était le premier intergender match, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'était Hiroshi Yamato et Saori Anu contre Harukaze et Keisuke Ishii. Il y a Hiroshi Yamato qui est arrivé avec une ceinture. Il est champion par équipe dans la Best Body Wrestling, la BBW. Ce n'est pas la Big Breast Wrestling, attention, c'est la Best Body Wrestling. Je ne connaissais bien entendu pas cette promotion, mais j'ai fait mes recherches. Et donc, il est champion par équipe avec Seiya Morohashi, que je ne connais pas, bien entendu. Et Keisuke Ishii, qui était dans l'autre équipe, lui est champion indépendant Junior Heavyweight Championship, qui est plus ou moins la ceinture junior de DDT, Wingren. Un petit peu plus complexe que ça, en vérité, puisque Ok, c'est pas exactement la DDT. C'est comme pour la TGP, il y a une autre brand, en fait, une autre sous Fed, entre guillemets, ok. qui s'appelle la Gambari. Ah oui. Et, et ce titre fait partie de la Gambari. Ok, d'accord. Et si je dis pas de bêtises, la Bassara, c'est un peu pareil que la Gambare, non? Bassara, pendant longtemps, enfin, pendant la grande partie de son histoire, effectivement, c'était une sous-brand de DDT. Et vers la fin de l'année dernière, je crois que ça devait être, enfin, en tout cas, sur le dernier quart de l'année dernière, le dernier tiers, ils se sont passés en indépendant de leur côté. Ok, 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 ok. Donc, d'accord, très bien. Donc voilà, bah, encore une fois, beaucoup de matchs intergender, je suis pas un grand fan. C'est un peu dommage quand on regarde la DDT de pas trop aimer l'intergender pour le coup, mais c'est pas mal, ça me mange pas trop de pain, je trouve que ça continue bien dans le show. Il n'y a rien de bien marquant, je trouve. J'ai bien aimé Saori Anu, que j'ai découvert hein, également. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, je crois que j'ai une photo, je crois, d'elle. Voilà, c'est celle qui porte la German Suplex. Je la trouve assez charismatique. Elle a vraiment un bon truc, purement dans le style Joshi que j'aime moi personnellement. J'ai eu un peu plus de mal avec Harukaze personnellement. Je la trouve un peu frêle. Elle me fait penser un peu à Ryo physiquement. Ryo, la première championne de l'élite. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Wingreen.
Non, je peux comprendre. Je peux comprendre le Tu sais, elle point. fait frêle un peu. Elle fait un peu fragile, quoi. Disons que je pense que je m'attarde pas trop à ça parce que j'ai l'habitude de ce genre de Ouais. physique. Hmm. Bon, en fait. Donc Ouais, ça ça me te marque choque pas moins. spécialement Hein. Ok. ça. Hmm. Mais voilà, c'était un match vraiment cool encore une fois. Ce niveau in-ring, j'ai pas grand chose à dire parce que bah, ça marche bien. C'est des super catcheurs. Voilà, ça bouge bien. Il n'y a pas de botch, c'est assez rythmé. Voilà, ça marche très bien. Et puis j'ai noté également que Anu, quand elle gagne le match, parce que c'est Yamato et Anu qui a gagné le match. D'ailleurs, j'ai pas dit qui a gagné dans le premier combat. C'était Shimatani. Ouais, c'était Shimatani qui avait gagné. Et donc dans ce second match, c'est Yamato et Anu qui a gagné. Et j'ai bien aimé quand Anu a gagné parce qu'il y a eu la musique, ça doit être sa musique d'entrée. Et c'est tout simplement du baby metal, un groupe que j'aime bien. Un groupe de J-pop metal, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Qui avait servi à je ne sais plus auquel, mais une musique de Baby Metal avait servi en musique dans NXT. Ouais, ouais, effectivement. T'as tout à fait raison. Donc voilà, bon, moi, voilà ce que j'ai trouvé sur ce match. C'est pas non plus un match que je conseille, mais ça se regarde bien. Win-win. Alors moi, ça va être légèrement différent parce que moi j'ai adoré le match, hein, carrément. D'accord. C'est-à-dire que le rythme et tout ce qui s'est passé, moi j'ai trouvé ça ultra diversifiant. En fait, c'est le genre de match juste propre, il n'y a pas spécialement d'histoire, c'est juste 4 performeurs dans 2 équipes qui font un très bon taf. Et je trouve juste de la manière dont ça a été fait, le rythme que ça a été fait, la construction du match qui est très basique, qui fonctionne à merveille. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, les Joshi, que je connaissais pas trop, parce que Aokaze, comme je regarde très peu la Gambari, je n'ai pas pu la voir des masses. Ok. Et Saoyanu, comme c'est dans d'autres fédérations Joshi, et le Joshi, c'est très compliqué à regarder. Enfin, c'est très compliqué à trouver, surtout aussi. Ouais. Donc je ne connaissais pas trop et je les ai trouvés très très cool. Effectivement, Saori Anou, pour moi, c'est celle qui vole entre guillemets le match. Ouais. Alors quand tu vois l'affiche, d'après mes connaissances et mes goûts aussi, Keisuke Ishii, pour moi, est supérieur sur les autres, même si je connaissais Ouais. Mato, hein, c'est pas un souci, parce que je l'ai vu par-ci par-là dans d'autres feds. Mais Keisuke Ishii, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'évolution. Mais là, c'est Saori Anou qui a pris le match, personnellement. Ouais, je Qui suis a d'accord. Ouais. plus. Moi, c'est celle qui m'a marqué dans le combat, c'est à nous. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Ishii était intéressant à découvrir dans ce combat-là, en tout cas. Ok. C'est un jeune, enfin, il est assez jeune de Ouais. 20 et plein d'espoir celui-là, vraiment. Ouais, j'ai regardé, je crois, il a 21, 22 ans aussi, je crois. Vraiment, Peut-être un. enfin, son physique fait 25, 27 ans, il a 35 quoi. Ah ouais? Ah d'accord, ok, putain. Ouais, j'ai confondu alors, Oui, je m'en excuse. j'ai dû Mais confondre aussi son ouais. physique. Je n'arrive pas à me dire qu'il a 35 ans, son physique me fait pas Ouais. penser à 35 quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme un mec comme Kota Ibushi, quoi. Il fait pas 40, presque 40 ans, quoi. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, on va passer au troisième match du coup. C'était encore un match par équipe. Cette fois-ci, c'était un match assez intéressant. J'adore ce genre de match parce qu'on a deux jeunes. Alors, je peux pas dire que c'est des Young Lions parce que je sais pas trop s'il y a ce système-là chez DDT. Je sais pas si les jeunes catcheurs peuvent être considérés comme des Young Lions, Wingren. Enfin, c'est difficile puisque le système de Young Lion Ouais, tradit, c'est ne NJP, tape ouais. pas, non tape pas, tout ça. Euh, on voit pas ça spécialement à la DDT, Ouais. très honnêtement. Ça se voit pas en tout cas. En tout cas, c'était des jeunes catcheurs, donc Hideki Okatani et Keigo Nakamura. Donc Okatani a 19 ans et Nakamura a 20 ans. Si je dis pas de bêtises, Okatani c'est le jeune chauve. Enfin, c'est celui qui est chauve, c'est ça? Ouais, c'est Nakamura le chauve. Ah merde, putain. C'est pas possible. Bon bah Nakamura c'est le chauve, donc il a 20 ans et Okatani a 19 ans, donc ça reste des très jeunes catcheurs. Et face à eux, je pense, alors je vais pas dire que c'est en tout cas des catcheurs bien connus pour les fans de DDT. C'est deux membres de Damnation, qui est l'une des grosses factions, si c'est pas la plus grosse avec All Out, c'est ça? Concrètement, All Out, qu'on parlera plus tard, c'est la grosse faction plutôt Face et Damnation, Ouais. qui est la grosse faction Heal, tout simplement. C'est vraiment les deux plus grosses de DDT depuis bien longtemps maintenant. Et ça c'est sûr qu'on en reparlera un peu plus tard. Donc c'était Mad Polly et Soma Takao. Donc Mad Polly c'est le chauve qu'on voit sur la photo à droite. C'est le tout maquillé. Mien, là.
c'est ça? C'est ça, c'est le gros chauve avec sa grosse Ouais. peinture, c'est l'alien. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça, l'alien. Et Soma Takao. Quelles sont leurs places à ces deux-là dans DDT? Alors, je parlerai plus de leur place dans le clan, c'est-à-dire que Matt Pauli, ça va être l'enforceur du groupe, ça va être le gros bras, mais qui va pas aller très loin dans la carte. Ok. Soma Takao, en l'occurrence, il a été plusieurs fois KOT Tag Team Championship, qui est le titre tag de la DDT, tout simplement, notamment avec Daisuke Sasaki, entre autres. Ok. Donc, on voit assez souvent Takao plus haut dans la carte sans problème. Ok, ok. Parce que moi j'avais vu Matt Poli a participé au mince, comment ça s'appelle? Au Grand Prix d'Eu. Merde, comment ça s'appelle? Au Grand Prix, ouais. Ouais. Oui, oui. Hmm. Oui, bien sûr, ça n'empêche, même s'il n'est pas très Oui, haut bien sûr. Ouais. dans la carte, ça n'empêche pas de participer à des tournois sans. J'avais vu un extrait de son match contre Tanaka, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment adoré ce match. Parce que ce que j'aime dans ce genre de combat, c'est que ben, c'est les jeunes loups contre les catcheurs confirmés, quoi. Et ça, j'adore ces histoires-là. Et du début, enfin, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier move, j'ai vraiment cru que les deux jeunes, donc Okatani et Nakamura, bah, pouvaient gagner, quoi. Et ils sont sortis hyper over de ce combat. Et on a vraiment cru, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment cru qu'ils allaient gagner ce combat, malgré que les deux gars de Damnation sont beaucoup plus confirmés qu'eux. Et voilà, c'est du très très bon catch, de très bons talents, Okatani et Nakamura. Et puis bah, Matt Poli, ça, voilà, c'est un beau bébé, il bouge pas trop, mais dans ce qu'il fait, il le fait bien, je trouve. Et Takao a super bien accompagné pour mettre over les deux jeunes. C'est vraiment un très bon match. Et moi, personnellement, je conseille ce combat. Moi, j'ai aimé ce combat sans problème. C'est-à-dire que bon, le seul que je connaissais pas trop, c'est Katani. Parce que Ok. Nakamura, ça fait un peu plus d'un an maintenant, enfin, je crois quelque chose comme ça, qu'on le voit assez régulièrement à la NDT. Mhm. Il est très sympathique, souvent dans les passages comiques. On aura l'occasion d'en revenir, mais souvent dans les Oui. passages comiques. Mais je trouve qu'il fait très bien le taf dans ce qu'il propose, en tout cas. Et effectivement, ils se sont très bien débrouillés, ils se sont bien démarqués sur ce match, alors Mhm. qu'effectivement, face à des mecs beaucoup plus confirmés, beaucoup plus habituels Mhm. de Bon, NDT. ils sont pas finis niveau charisme, quoi. Ils ont pas trop de charisme, les deux, quand même. Oui, effectivement, oui, effectivement, c'est pas eux qui ont le meilleur charisme du lot. Ouais, ouais, Ça, ouais. Nakamura, bon, c'est celui qu'on voit faire le dropkick là sur la photo que j'ai mis, mais c'est un chauve, pour ceux qui n'ont pas la photo, c'est un chauve avec une tenue de lutte, entre guillemets, hein, voilà. Et c'est pas le plus charismatique, quoi. Ouais, son singlet de lutte bleu là, Ouais. et son côté très au passage, ouais, c'est pas. Mais il m'amuse beaucoup en tout cas. Ouais, 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 c'est un bon catcheur, franchement, c'est deux bons talents. Alors, bon, je pense qu'ils ont l'air de prendre leur temps avec leur catcheur, je sais pas, chez DDT, mais... Ouais, on n'y va pas trop vite non plus, tu Hmm, vois. hmm, hmm. Bon, très bien, très bien. Donc, victoire de Damnation, je sais pas si t'as un dernier mot à dire là-dessus. Spécialement, disons que la victoire Damnation me semblait logique, de Oui. toute manière. Hmm. Voilà. Mais est-ce que, comme moi, t'as cru qu'ils allaient pouvoir gagner les deux jeunes ou... Sûrement parce que je suis beaucoup plus habitué que toi, pas vraiment en fait, mais Oui, d'accord. ça, La construire. Ouais, mais ouais. et ça n'empêche pas qu'ils ont fait un très bon travail, hein, c'est pas le Hmm, hmm. Oui, oui, t'étais pratiquement sûr que Damnation allait gagner parce que voilà, c'est deux jeunes catcheurs qui sont pas trop mis en avant encore, quoi. Mais c'est ça. ok, ok. Mais en tout cas, ils ont fait une très bonne performance et moi personnellement, je vous le conseille. Si vous voulez découvrir deux jeunes catcheurs comme j'aime personnellement découvrir, donc surtout n'hésitez pas. Le prochain, alors est-ce qu'on peut appeler ça un combat? Je ne sais pas. C'est toi, Là, Wingreen, qui va me le dire parce que je vous explique rapidement. Donc c'était un match entre guillemets entre Pokotan. Qu'est-ce que c'est Pokotan, Wingreen? Explique-nous. alors, Pokotan, c'est un membre du roster d'DDT, un membre officiel du roster d'DDT depuis bien longtemps, lui aussi. D'accord. Et c'est une mascotte, littéralement. Hein. C'est clairement et vraiment une mascotte. Une mascotte catch. Oui, mais voilà, voilà. Ouais. Qui apparaît très souvent, qui est très jovial, etc. Quelques caractères. Oui, Et alors pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un espèce d'hamster entre guillemets.
Ça, c'est très japonais dans l'âme, hein, Ouais. bien entendu. Mais ouais, ça me fait énormément marrer. Oui, 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 ça, franchement, ça mange pas de pain et ça fait du bien de rigoler, hein. Bon, voilà, hein, faut le prendre comme c'est, quoi. Ah non, mais totalement. Et quand il est dans des matchs, juste même normaux, entre guillemets, ça me fait Mm. très rire. Là, dans les DTV, à un moment, il s'est retrouvé avec Maki Ito et Chris Brooks. C'était dès le feu, quoi. À un moment Ok, donné. ok, ok. Et donc, face à lui, il y avait Yukako Mito, qui est une catcheuse, je sais pas. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat. J'explique le combat. Enfin, le combat. Ouais, Le enfin, segment. C'est un segment, c'est pas vraiment un combat. Plutôt parce que le combat, il dure quoi 2 minutes 4 minutes, je crois, officiellement. Oui, voilà. Alors que le segment dure beaucoup plus longtemps. Oui, oui, oui. En fait, tu avais Super Sasadango Machine, qui est un catcheur très connu et très récurrent de la DDT, masqué Ouais. vert, hein, tout simplement. Mm. Et célèbre notamment pour ses très longs PowerPoint. Hein. Ok. Le lag n'a pas la priorité, c'est Super Sasadango Machine, désolé. Ok. Quand tu parlais des catcheurs qui font des promos en plein milieu du Battle Royale, c'est le genre de mec à le faire, quoi. C'est exactement, ça lui arrive. D'accord. Ça lui arrive, plus rarement que l'autre, mais ça lui arrive de faire simple un match, de couper, de parler, et c'est la fête. Ça peut être particulier à suivre. Et là, en fait, il possède une entreprise, hein, une usine, en l'occurrence, bien traditionnelle, puisque quand Pokotan arrive à cette usine, je crois que c'était pour une célébration Mhm. dans cette usine, une célébration d'une réussite de l'usine, je crois. Donc Pokotan vient à l'usine et est accueilli par Sasandango Machine et par Yukako Mito. Yukako Mito, qui ici est l'assistante de Super Sasandango Machine, qui a une tenue traditionnelle d'ouvrière, hein, clairement avec sa casquette bleue et tout. C'est clairement de la tradie Jap là. Et en fait, au tout départ, on voit Pokotan à l'usine tranquillement. Hein, voilà. Pokotan qui construit des trucs à l'usine. C'est très très drôle. J'étais mort de rire personnellement durant tout le segment. Et il se trouve que Pokotan a quelques attirances pour Yukako Mito, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Oui, c'est littéralement ça l'histoire. D'accord. Et du coup, il espionne un peu et là, il voit que Super Sasandango Machine a un projet. Et donc, tenez-vous bien, il veut faire une nouvelle promotion de Joshi. Donc, je suis en train de raconter tout ce segment. Donc, une nouvelle promotion de Joshi. Attention au nom. La Niigata Joshi Pro Wrestling. Je vous laisse faire les initiales. C'est très drôle. Niigata NJ. Ah ouais, d'accord, ok. ok, très bien, très bien. Voilà. Donc, du coup, par concours de circonstances, il décide de faire un match improvisé d'inauguration de la Niigata Joshi Pro Wrestling. Alors, pour ceux qui n'ont pas capté, NJPW. Voilà. Voilà, tout simplement. NJPW, tout simplement, ouais. C'est ça, hein, je ne cherchais pas. Et du coup, t'as Pokotan et Mido qui se battent avec des cartons, qui sautent. C'est très con. C'est pas vraiment un combat, c'est un truc fun. Faut regarder ça, pour voilà. Faut pas essayer de voir du beau catch, quoi. Il y en a pas. Non, il n'y a pas de catch. Vraiment, c'est juste je saute, je me dégage, un petit coup, des trucs très très comiques. C'est vraiment juste comique. Mais moi, personnellement, j'ai été plié de rire. Ouais, alors, je t'avoue, c'est trop perché pour moi, pour le coup. Personnellement, j'ai passé le segment un peu. Parce que bah déjà je comprenais rien et j'avais pas envie de chercher sur le thread parce que comme moi je l'ai pas regardé en live, je voulais pas être spoil, tu vois, alors que ça m'est quand même arrivé j'ai quand même réussi à me spoil du main event du deuxième jour, mais du coup voilà, j'ai pas regardé et comme je comprends rien en japonais, bah ça m'a bon, j'ai souri parce que c'est n'importe quoi, mais bon voilà, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais après je comprends qu'on aime, hein. Personnellement je comprends. Ça oui, effectivement, c'est tellement extrême, ça va tellement loin dans la proposition que évidemment ceux qui sont de côté ou qui forcément que ça va laisser des gens de côté, évidemment. Bah oui. Je suis juste un énorme client pour ce genre de conneries, personnellement. Ouais. Voilà. Surtout nous Européens. Bah oui, là pour le coup, ça n'a strictement rien d'européen, excusez-moi. Une seule seconde quoi. Et j'étais mort de rire. Ouais, c'est particulier, c'est du comedy wrestling comme la DDT aime le faire. C'est l'un des styles de comedy wrestling qu'on peut retrouver parce qu'il peut avoir du comédie dans des vrais matchs de catch et où ça catch pur et il y a des moments comédie, un moment aussi. C'est pas que ça la comédie chez DDT, quoi. C'est pas que parce que effectivement les gens ont souvent l'image de ce que DDT appelle la Rojo Street Pro Wrestling, donc c'est vraiment les images que vous avez pu voir aussi l'année dernière avec Chris Brooks dans les piscines, dans des autres genres de choses.
Ils font ça, bien évidemment, mais ils font aussi des trucs, du comédie dans les rings, très clairement. Et c'est tout aussi drôle, hein, je vous rassure. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Oh non, enfin, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ok, très bien, très bien, très bien. Ensuite, on enchaîne avec. Alors, ça va être long parce qu'il y a 2 jours. Voilà. Mais accrochez-vous, profitez-en. Et on parle de DDT, ça fait plaisir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait une review à part aussi. Parce que si on devait en parler dans un hebdo, on aurait été obligé de speed et tout. Et c'est pas intéressant, surtout pour un produit comme DDT, quoi. Donc voilà. Exactement, surtout qu'en plus, en ce moment, le programme de la semaine est chargé. Donc c'est encore. Ouais. Effectivement, effectivement. Là, je connaissais quelques catcheurs dans ce match-là, à savoir un surtout, parce que si je dis pas de conneries, c'est un bon cinquantenaire, à savoir Jun Akiyama. C'est bien ça? Alors, c'est un cinquantenaire et c'est pas n'importe qui, même encore aujourd'hui. Sa présence n'est pas anodine. D'accord, d'accord. Donc tu vas nous dire ça juste après. Donc il était en équipe avec Mizuki Watase et il faisait face à All Out. On en a parlé un peu plus tôt. On va y revenir avec Akito et Yuki Ino. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les 4 catcheurs? Bon, Mizuki Watase, c'est celui que je connais le moins du lot. Ok. Mais c'est un gars d'Adility, hein, toujours. Et il est là, mais il fait toujours bien le taf. C'est pas un souci. Ok. Après, on a All Out, donc Akito et Yuki Ino, qui sont. Alors, All Out, c'est le clan dont le leader, c'est Konosuke Takeshita. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, du coup, Akito, c'était d'être le membre de All Out le plus en vue derrière Takeshita, je pense. Même si Yuki Ino est quand même bien aussi, est quand même très bien. J'aime beaucoup Yuki Ino également. Alors, toujours très, très, très là, très présent, sans problème. Alors Yuki Ino, c'est un ancien rugbyman, si j'ai fait des recherches, des bonnes recherches. Et je pense, c'est quelqu'un qui doit avoir des origines samoanes ou Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça, quoi. Probable, effectivement. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu la NJPW, il a le même style de personnage qu'un Toa Henare, un peu équivalent. Dans la proposition dans le ring, ouais, plus ou moins, même si c'est moins, même si c'est moins explicite dans la tenue, c'est-à-dire c'est quand même un plus sobre, même si c'est étrange de dire ça pour des politiques. Oui. Mais c'est bien plus sobre qu'Henare pour le coup, puisqu'on est sur quelque chose de plus sérieux avec All Out. Mais oui, oui, il a pas une tenue traditionnelle ou le maquillage sur la tête, quoi. Mais bon, il fait le haka, il prend des poses, il crie, enfin voilà, il fait quand même des trucs assez reconnaissables. De quoi? Très bien. Ouais, et évite peut-être de trop toucher à ton micro, des fois ça fait des bruits, on comprend pas tout. Je m'excuse. Il y a pas de problème, il y a pas de problème. Donc voilà, et donc Jun Akiyama, j'imagine que c'est quelqu'un qui a gagné plein de titres. T'as dit que qu'il était pas là pour rien. Jun Akiyama, c'est une légende du puro, purement et simplement. Il a été partout, il a fait des Western Kingdom, tout ce que tu veux. Il a vraiment des titres partout. Et surtout, deux choses, c'est qu'il est dans les officiels de la All Japan. D'accord. Et récemment, il est devenu il fait partie de l'équipe de coach, je crois, de manière plus ou moins ponctuelle. J'ai plus le terme exact. À la DDT. Ok. Oui, donc c'est une grande légende du puro, quoi. Complètement. Enfin, j'ai plus son palmarès en centaines, mais c'est assez énorme pour le coup, Jun Akiyama. Ok, ouais, moi j'en avais déjà entendu parler en faisant des recherches un peu, etc. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit putain, lui ça me dit quelque chose. Et quand j'ai vu son nom, je savais effectivement son nom, Jun Akiyama, me disait quelque chose. Après, voilà, je vais pas faire le mytho et dire que je le connaissais à fond. Pour le moment, je connaissais pratiquement personne. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est un peu logique hein, quand tu vois les noms, c'est pas des noms. Si tu regardes pas DDT, tu les connais pas, ils sont nulle part. Voilà quoi. Disons que le roster de la DDT est très exclusif à la DDT. Ça sort pas beaucoup de la DDT en fait. Donc effectivement, quand tu connais pas des masses, tu peux t'accrocher un peu. Ouais. Moi encore une fois, j'ai trouvé le match plutôt bon. C'était sympa. Clairement, moi c'est Yuki Ino qui m'a plutôt fait bien marrer. C'est une bonne brutasse. Quand il faut taper, il tape bien. Il fait le haka plutôt bien, ça m'a fait rigoler. Jun Akiyama, on sent que le mec il est présent, il est hyper charismatique.
Quand il a envie de fracasser des tronches, il fracasse des tronches. Et puis bah, Watase et puis Akito, ça marche aussi. Donc c'était vraiment un bon match. Akito a un côté un peu plus aérien que Yukino, bien entendu, qui est un Oui. peu plus stat flying. Yukino, c'est plus un brawler. Ah ouais, complètement. Hmm. Complètement, c'est ça. C'est Donc ça se ce qui complète lui très bien permet pour d'être moi. complémentaire. Oui, voilà. Vas-y. Exactement. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça leur permet d'être très complémentaires et ça fonctionne très bien de toute manière à la route. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc voilà, bah moi j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était un bon match. C'est pas un match que je m'en souviendrai, voilà, mais franchement, je trouve que le in-ring est vraiment constant, quoi. Ça reste plutôt, enfin, c'est vraiment bon du début à la fin, les trois quarts du temps. Bon, il y a certains trucs un peu particuliers et tout, mais franchement, il y a pratiquement aucun match. Il y a juste un match dans le jour 2 où je me suis vraiment fait chier. Mais sinon, je me suis pas fait chier du tout, alors que c'était sans public, encore une fois, et que c'était un produit que je ne connaissais presque pas, quoi. Donc c'est plutôt bien, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, le match était bon, il faisait ce qu'il avait à faire, donc c'est Mm. voilà, j'ai rien d'autre à Un dire de peu de plus. lenteur de temps en temps, quand même. Un peu. Bon, j'ai pas Faut... trouvé spécialement Ouais, personnellement. d'accord. Ok, ok. Mais pas grand chose à dire de plus. Voilà, voilà. Ok, ok, ok. On va passer au match suivant. Et alors que j'avais oublié de caler des photos, mais c'est bon. On va passer au match suivant. Et là, c'était un match très intéressant dans le sens que c'est le premier clash entre la Noah et DDT, on va dire ça. Et encore plus précis que Noah, le clan Congo. Qui est le clan de l'ancien champion d'ISC, à savoir Kenu, c'est ça? Exactement. Donc voilà, donc Kenu, pour ceux qui ont les photos, bah, c'est le monsieur qui est au milieu. Et clairement, alors ça fera plaisir à notre ami hein, et Modo des rebuts du catch, à savoir Monsieur Saru. Parce que bah, le clan Congo, c'est l'une des grosses factions avec... comment c'est déjà l'autre Redless comment c'est l'autre faction de chez Noah? Je maîtrise pas encore suffisamment la Noah C'est un pour le truc coup. comme Redless ou... Ah, je sais plus, putain, j'ai Oui, oublié. ça me parle clairement, mais Ah, ouais. je maîtrise pas Noah. Ouais, ouais, bah, chacun sa spécialité. Hein. Moi, c'est plus Exactement. BJ Dub, Saru, c'est Noah. Toi, t'es. Bon, il y en a, ils regardent de tout, hein, ça dépend. Voilà. C'est ça. Et donc, bah, là, c'était un match entre donc, Congo qui représente Congo. Ils représentaient pas la Noah, hein. C'était pas annoncé comme ça, en tout cas. Non, non, c'était pas annoncé comme ça, même si Kenou fait une petite pique par rapport à ça. D'accord. Et face à la team DDT. Et donc, il y avait Kazusada Higuchi, Sunhiro Takagi et Tomomitsu. Pour la team DDT, à savoir que Sanhiro Takagi est clairement une grosse légende de la DDT. Il a gagné tous les titres possibles chez DDT, je crois. Il a été plusieurs fois champion. Comment ça s'appelle le titre principal? J'ai oublié. KOD Openweight Championship. Merci. Il a été 6 fois champion, je crois, KOD, si je dis pas de bêtises. Ça m'étonne pas. Donc voilà, c'est une grosse légende de DDT. C'est ça, c'est une grande légende de DDT. Et plus que ça, c'est souvent mis en avant comme le chef de la DDT, tout simplement. D'accord. Ok, Et ok. voilà. C'est après, si je peux parler des deux autres. Vas-y. Tomomitsu Matsunaga, je le connaissais pas spécialement. Mais sur le thread dont on parlait tout à l'heure, il disait que, et ça me fait bien marrer, c'est qu'il disait que Takaki l'avait choisi notamment puisqu'il avait installé des rings de noix. D'accord. D'accord. Ce qui me fait très marrer. Et Kazusada Higuchi, qui avait déjà catché la noix, c'est un catcheur du clan Éruption, qu'on parlera sur le jour 2. Ok. Et Oui. si vous le connaissez pas, personnellement, j'adore ce catcheur éperdument. Vraiment. Et si je peux donner un match à conseiller, si vous avez à le retrouver, c'était au WrestleCon l'année dernière, donc durant le WrestleMania Weekend. C'est le match contre l'ancien WWN champion, donc titre du network de la Evolve, Ouais. Drake, Ok. et qui était excellent ce match. Si vous ne D'accord. connaissez pas, allez-y, foncez, vraiment. Ok, Et, ok. et Goucher, c'est vraiment une valeur sûre. Quelque part, j'ai envie dans la manière dont il est dans la carte la DDT, j'ai envie de limite le considérer comme Aichi quelque part. C'est le mec qui va pas être en main event, il va pas être très haut dans la carte, mais qui va faire toujours le taf, toujours super bien.
Ok, ouais, c'est peut-être le mec un peu sous-coté, tu penses, peut-être Quelque part, ouais, enfin, le mec qu'on parle pas trop, mais qui fait Hmm. tellement très bien le taf. Il mériterait un push selon toi, quoi. Un petit push, on mène un petit main event des Gucci, moi je prends quand vous voulez, les gars. Ok, ok, très bien. Le message est passé, DDT, si vous nous écoutez. Arigato gozaimasu. Ok, ok. Et donc, bah, Congo, du coup, il y avait Ao, Kenu et Masa Kitamiya. Alors, moi, Masa Kitamiya, je l'ai découvert en regardant de la Noah. Je crois que c'était avant la pandémie, je crois. Donc, c'était peut-être leur dernier show public, je crois. C'est le show où il y a eu Go Shozaki qui a gardé son titre contre je sais plus qui. Enfin bref. Et donc j'avais découvert Kitamiya là. J'adore Kitamiya dans le sens que moi personnellement, j'adore les gros buffs. J'adore un mec comme Yujino. Voilà, pour ceux qui connaissent, Yujino, un gros buff. Le mec qui défonce tout le monde. Et Kitamiya, c'est un peu ce style-là, quoi. Il me fait penser un peu à. Un peu moins costaud, mais un peu à Yujino. Dans le même, un peu le même style. Oui, oui, enfin, je vois exactement ce Tu que vois ce tu veux que je dire, veux. mais Ouais, si. voilà, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et je trouve que Congo, c'est vraiment une faction qui a la classe, quoi. Le leader est charismatique à fond. On sent que il y a les deux gros brawlers, il y a les mecs un peu plus fit, un peu plus légers. Et voilà, c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé le match vraiment au plus connaître. C'était vraiment cool. Ça a mis un peu de temps à démarrer, mais ça reste une guerre de faction, un six-man au Japon, donc ça reste un peu lent à démarrer, etc. À un moment, ils ont, comme je pense dans l'habitude, dans beaucoup de matchs de chez DDT, ils te sortent des boîtes en plastique qui a l'air d'être l'une des armes préférées chez DDT, hein, parce que dès que je regarde de la DDT, je vois des boîtes comme ça en plastique. Je sais pas ce qu'ils ont avec ces boîtes-là, mais en tout cas, j'en vois à chaque fois. Et il y a eu des bumps à travers les boîtes, etc. Enfin, c'était vraiment très cool, encore une fois. C'était un bon match. Et on sent clairement que c'est pas fini entre les deux parce que ça finit plus ou moins que ça soit bah en gros Kenu et Takagi, c'est pas eux qui perdent le match. Donc on sent que cette storyline peut encore continuer avec les deux catcheurs Wingan. Oui, complètement. Il y a moyen de faire encore quelque chose. Oui, pour moi non plus, c'est pas. La manière dont le match termine et surtout l'après-match où c'est ça qui regarde la tension et tout, il y Ouais. a moyen qu'il se clash à nouveau, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Si je dis pas de bêtises, ça finit sur un petit paquet, non? C'est ça, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. Alors, Ouais, j'ai plus le finish en ouais, j'ai tête plus le très exact. finish. Ouais, ouais. Et t'as trouvé comment le match en. T'avais beaucoup d'attentes sur ce match ou pas? J'avais pas énormément d'attentes parce que c'est un 3 contre 3, c'est pas forcément ce que je préfère au monde. Ok, 3 contre 3, je préfère la 2 contre 2 personnellement si on parle de tag. ok. Mais le match, effectivement, c'est typique. Ça met un peu de temps à démarrer. Tu as le passage heal à l'extérieur, comme beaucoup de factions heal. Hmm, Damnation le fait aussi, d'ailleurs. Ce passage à l'extérieur, on joue un peu. Tagaki il sort ses armes, hmm, comme hmm. d'habitude, ses boîtes en plastique. Son vélo fétiche qu'il n'arrive pas à utiliser. Ouais, ça m'a fait rigoler. Ouais, effectivement, il a un vélo. Il m'a fait penser un peu au Great Sasuke pendant la Great Space War, tu sais. Toujours vouloir utiliser un vélo, ce genre de truc. Ce qu'il n'arrive jamais à utiliser. Ouais, ouais. Euh, c'est pas la première fois qu'il le sort ce vélo et effectivement les boîtes ça fait depuis quelques temps qu'ils utilisent beaucoup. Tu avais même eu une fois un match où la stipulation c'était un match à 100 boîtes en plastique dans le ring quoi. Ah ouais, ça devait être bien. Très fun. Ouais, Et, j'imagine, j'imagine. oui donc après c'est vraiment le 3 contre 3 classique mais qui fait très bien le taf. Voilà tout Mhm, simplement. mhm, mhm. Bon, pour moi, dans cette première journée, t'as pas vraiment un match pur in-ring, parce que le main event est très particulier, mais il n'y a pas un match qui est plus. Enfin, qui est meilleur que les autres. Pour moi, j'ai pas vraiment. C'est plus dans la deuxième journée où j'ai des matchs qui m'ont fait me dire ah ouais, putain, ces matchs-là, ils sont vraiment bien et j'aimerais limite les revoir, quoi. J'ai trouvé la première journée vraiment cool, mais il n'y a rien qui m'a fait me dire ah, c'est trop bien, personnellement. En fait, de mon côté, ça va être très simple. C'est que la deuxième journée, effectivement, ça va être là où on va avoir tout ce qui est vraiment work rate, des gros matchs Mhm. vraiment de très haute qualité. Et la première journée, on va avoir des matchs sympathiques, mais où surtout le plus important et le plus marquant, ça va être vraiment les deux passages cinématiques. On a déjà parlé de Pokotan, on Mhm. parlera de Yoshiko tout à l'heure. Ouais, Mais c'est vraiment ouais, ces ouais. deux-là qui sont sortis du lot. Ce qui s'est passé dans le ring était très sympa.
Mais effectivement, on gardera pas ça en mémoire non plus. Effectivement, effectivement. Très bien, très bien. On va enchaîner. On est à 50 minutes, on n'a fait qu'une journée, Wingen. Quel plaisir, quel plaisir. Le plaisir. Et si vous regardez tout la review et alors que vous n'avez pas vu le show, vous êtes des vrais ouf, clairement. On vous remercie énormément. Ah bah ouais, clairement, merci de oser, ça c'est sûr, ça c'est sûr. On enchaîne avec le titre DDT Universal Title c'est un nouveau titre. Enfin, c'est un nouveau titre. C'est un titre qui a été créé cette année, si je dis pas de bêtises. Il a été inauguré cette année, enfin au début de l'année complètement. Et donc l'actuel champion, c'est Daisuke Sasaki, membre de Dime Nation, qui est le lieutenant de Endo. On peut dire ça comme ça? Puisque Sasaki et Endo s'échangent beaucoup la place de numéro 1. Et tous les deux, ils traînent très souvent dans le main event en fait. Les deux ont eu le KOD Openweight Championship à plusieurs reprises. Ils se sont même fait des coups de crasse entre les deux, c'est pour dire. D'accord. Ils se sont volé le titre entre les deux. Genre, tu vois, style Keishin de Bonnet de Bank, ils se sont pris ça. Ah d'accord, ok, très bien. Okay. Mais oui, c'est les deux gros noms de Damnation qui sont très mis en avant, et en même temps, vu leur qualité, on peut pas en vouloir. C'est sûr, c'est les co-leaders de Damnation, tout simplement. Et pour information, le premier champion universal, c'est Chris Brooks, qui a gagné le titre contre Takeshita. Et après, c'est la première défense de titre pour Chris Brooks, il a perdu contre Sasaki. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu continuer voir Chris Brooks avec ce titre-là, mais bon, il a déjà été premier champion, c'est déjà très chouette. Exactement. Et je pense qu'il pourra le récupérer un peu plus tard, pourquoi pas. Et face à lui, Sasaki, il avait Katsumata, que je ne connaissais pas, qui a l'air d'être un catcheur de DDT, tout simplement. Et Izami Kodaka. Ah, un nom que je connais, enfin. Il était temps. Voilà. En plus, tu le connais bien. Oui, bah oui, je le connais très très bien, bien sûr. Le superstar du Deathmatch Wrestling, mais pas que. C'est quelqu'un qui représente la Basara et non la Big Japan Pro Wrestling. Alors, pour information, Izami Kodaka, c'est un freelancer, mais c'est quelqu'un qui représente plus la Basara. Et même quand il est chez Big Japan, ça lui arrive de temps en temps d'avoir une serviette Basara ou ce genre de truc. C'est quelqu'un qui représente vraiment la Basara. Et c'est un catcheur qui est vraiment pour moi là où il est le meilleur, c'est dans les styles deathmatch, mais c'est pas que un catcheur deathmatch, il peut faire plein de trucs différents, mais pour moi là où il est le plus pertinent, c'est dans les deathmatch. Sur Katsumata, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Katsumata, je le connais de l'époque où lui, Makoto Washi et Mao, les deux on en parlera plus tard, on avait un clan de NWO, parce que je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Mais le W bien stylisé, rien à voir avec la WCW, hein, je vous rassure. Ok. Où c'était plus ou moins un clan de boys, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rentraient, ils faisaient une petite chorégraphie, une petite chanson comme on peut voir. Ah, c'était comme les Shane Helms et merde, chez WCW là. Comment ils s'appelaient ceux-là? Je sais pas si tu as déjà vu ça. Shane Helms, c'est putain les potes à Matardi, le blond, le chevelu. Le cheveux longs. Shannon Moore. Voilà, Shannon Moore. Il y avait Shannon Moore, Jamie Noble et Shane Helms. Ils avaient un gang de boys band à WCW. Je sais plus comment ils s'appelaient. Les Boys 2, je sais plus comment c'était. Bref. Donc, bon, là, c'est en version japonaise. On vraiment ça. Et il y a, du coup, en 2017 ou en 2018, je ne sais plus, ils ont dû splitter, ils sont chacun partis de leur côté. Et Shunma Katsumata, je pense que c'est celui qu'on voit le moins des trois, c'est le moins mis en avant. Ok. Mais il fait toujours plutôt le taf, voilà. Ok. Et là, il avait un délire un peu plus hardcore ou c'est toujours sa tenue, son côté un peu Joker? Alors, ça, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il a commencé à sortir cette tenue dans les TV que je parlais plus tôt. Cette tenue qui fait clairement penser au Joker, le film de 2019 avec Joaquin Phoenix. Concrètement, ça me fait penser à ça directement. Et ça va. J'espère juste qu'il va pas garder cette tenue trop longtemps non plus. Je suis pas méga. Ok, c'est un côté un peu plus violent, on va dire, de son personnage. Je pense que c'est pour l'occasion, vu que c'était un hardcore match, en l'occurrence, ce triple threat. Je vais être honnête, c'est peut-être le match qui m'a le moins plu.
dans cette carte de cette première journée, dans le sens que c'est peut-être celui que j'attendais le plus, étant donné qu'il y avait Kodama dedans. Kodaka, pardon, et pas Kodama, Kodaka. J'ai trouvé le rythme très lent. C'était lent, hein. Putain, j'ai eu un peu de mal à le regarder. Les spots, par contre, sont cool, il n'y a rien à dire. Ça reste du hardcore assez soft, hein, à base de Lego, à base de tables, de chaises, de poubelles en acier, ce genre de truc. C'est du assez classique, mais ça reste un peu côté fun. Mais j'ai trouvé que dans ce match-là, et je sais qu'on en a parlé un peu en off, mais dans ce match-là, ça se sentait vraiment qu'il n'y avait pas de public, quoi. Je pense que si ce match-là était vraiment avec du public, ma vision aurait vraiment été différente, pour le coup. Complètement, c'est-à-dire que là, s'il y a un match qui a pris cher pour la non-présence du public, c'est celui-là. Déjà, quand vous avez parlé de WrestleMania, on pouvait déjà évoquer le Ladder, où on sentait beaucoup sur les spots qu'il manquait quelque chose, il manquait la réaction, Ouais. il manquait Et là, ça s'est ressenti encore plus sur ce truc que j'ai personnellement trouvé très sympathique. Enfin, j'ai trouvé ça sympathique. C'était sympa, mais... Mais effectivement, il y a eu des longueurs, et je pense en fait les longueurs ça aurait beaucoup mieux passé, effectivement, s'il y avait du public. C'est-à-dire que c'est normal je pense que c'est assez normal qu'on peut trouver des longueurs dans des hardcore matchs, qui appliquent des spots, donc qui appliquent derrière de devoir se replacer, se reposer un peu, vendre, etc. Et là, sans public, effectivement, donc, du coup, c'est très silencieux. Donc ça peut gêner, effectivement, et ça a gêné, même, concrètement. Ouais. Pour moi, voilà. Après, ça reste sympa, mais je pense que si quelqu'un a fait comme moi et connaissait pas trop le produit, il a dû avoir du mal à le regarder, je pense, dû à ça. Clairement. Je pense. Moi, j'ai eu un peu de mal, donc celui qui connaissait pas, ça devait être dur, effectivement. Et donc, Daisuke Sasaki garde son titre, ça m'étonne pas trop, pour le coup, je pense. C'était le move à faire, c'est-à-dire que je voyais pas Issemi Kodaka l'emporter, puisqu'il n'est pas habitué de DDT. Il a déjà été champion chez DDT, je crois, en équipe, si je dis pas de bêtises. En équipe, oui, mais sur les titres solo, c'est plus compliqué, on va dire, de mettre des gens de des freelances, ouais. Et voilà. Et Shunma Katsumata, pas dans ce cas-là, en tout cas, pas de cette façon-là, je le voyais très mal. Du coup, Daisuke Sasaki qui conserve son titre, ça fait du bien au titre, qui garde un peu de stabilité, c'est tant mieux. Ok. Bon, allez, on arrive au premier main event, en tout cas au main event de ce jour, de cette première journée du Peter Pan. On est à 1 heure de podcast, donc voilà, prenez votre temps, asseyez-vous, buvez un café, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à laisser un like si vous aimez ce podcast. En tout cas, premier main event de ce Peter Pan, à savoir Konosuke Takeshita. Allez, est-ce que c'est l'ace de la DDT? On peut clairement dire ça, même si cette année, là, on l'a pas trop vu en main event. C'est clairement l'ace de DDT, c'est-à-dire c'est vraiment la tête d'affiche depuis des années. Il a main eventé des Peter Pan en étant super jeune en plus. Ouais. Donc c'est clairement. Ouais, moi je sais que j'en ai parlé dans les matchs que je vous conseille dans le tout premier quand je faisais la version où je présentais des matchs gratuits sur YouTube, et j'en avais parlé et j'avais halluciné de voir qu'à genre à 22-23 ans il avait genre gagné déjà le DU Grand Prix, il avait déjà été 3 fois champion, enfin le mec il avait un palmarès de ouf à 22 ans quoi. Oui, c'est ça, à 22-23 ans, le mec, il fait déjà le main event au Peter Pan en Yogoku Gokukikan, quoi. C'est l'une des plus grandes salles qu'il y a au Japon en termes de capacité, quoi. Ouais. C'est juste ultra. Et face à lui, du coup, il y a peut-être la catcheuse. Alors, c'est une catcheuse ou un catcheur? Officiellement, c'est considéré comme personne féminine. D'accord. Ok. Parce que quand c'est un peu déshabillé, ils mettent un espèce de truc pour bien dire qu'il y a des seins, quoi. Ok, d'accord. Donc officiellement, c'est une catcheuse. Moi, je pense que c'est la catcheuse la plus connue de la DDT. On remerciera Kota Ibushi. Bah oui, parce qu'au final, combien de personnes ont déjà vu cette image de Yoshihiko contre Kota Ibushi? Beaucoup. Et quand on voit ce personnage-là, cette catcheuse, ce mannequin, on sait que c'est DDT, quoi, tu vois. Et donc du coup, là, c'était un last man standing match, mais est-ce que tu peux nous résumer rapidement l'histoire un peu entre Takeshita et Yoshihiko et comment on est arrivé à ce point-là, quoi?
Donc, tout s'est passé durant les Deleted TV, c'est-à-dire que le feu d'un origine, ce n'est pas Yoshihiko contre Takeshita, mais bien Yoshihiko contre le clan All Out en entier. Et il se trouve que Yoshihiko, je crois, les avait menacés avec un message sur la porte ou quoi qu'est-ce. Donc, du coup, ils se sont bagarrés plusieurs fois de manière de plus en plus hardcore. Takeshita a bien défoncé Yoshihiko. Yoshihiko a réussi à ressortir une autre partenaire poupée. Ouais. Akihito, je crois, qui s'appelait. Ouais, je crois, ouais. Et que Takeshita a brisé le bras. Hein. Il se baladait avec son bras à la fin, là. Il faisait une promo avec le bras dans les mains. Oui, exactement. Il se baladait devant le titan trop avec le bras célébrant en ayant pété. Et donc, du coup, Yoshihiko veut sa revanche, veut casser la tête à Takeshita. Il veut le péter la gueule. Ok, donc c'est une rivalité et comme ça peut pas se finir sur un ring, ça fait un last man standing quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un de mort entre guillemets quoi. Voilà, c'est ça le délire. Et est-ce qu'on peut le considérer, est-ce qu'on peut vraiment considérer ce match-là comme un cinématique match comme on peut voir chez partout aux États-Unis où c'est bien la mode? Est-ce que tu les mets dans cette même catégorie qu'un Money in the Bank par exemple, ce match-là? Money in the Bank, non, parce que c'est clairement pas le même style. Mais Boneyard, beaucoup plus. Ok, donc toi tu mettrais ce match-là, et moi pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même j'ai vu des trucs dans ce match-là. Alors j'ai pas vu le Boneyard match, hein. J'ai pas regardé WrestleMania et j'ai toujours pas regardé. Hein. Je vais pas rattraper ce WrestleMania, faut pas exagérer. Mais j'ai quand même vu des trucs qui ressemblaient un peu à ce que j'ai pu voir rapidement. Genre des petits pics à VVE, mais gentillés, tu vois, des petits trucs qui ressemblaient à J-Style et Undertaker. Je sais pas si t'as eu cette sensation-là, alors peut-être le fait que ça se passe dans la nuit, etc., ça y ressemble un peu. Mais je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'était... Ils ont fait un peu des trucs un peu comiques de ce... Un peu comme... Enfin, comme des... Pas une parodie, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bon, juste pour l'anecdote, puisque tu cites le Taker. Ouais. Il se trouve que le thème d'entrée de Yoshihiko, c'est un espèce de remix de la musique de l'Undertaker, justement. D'accord. Mais oui, à un moment, il y a pas on n'entend pas le bang. Bah ouais, ok. Bah c'est pour ça aussi que ça m'a marqué aussi le côté Undertaker, ouais. C'est totalement sa musique en fait. D'accord, ok. Et donc du coup, ce match-là, qu'est-ce que c'est? C'est Takeshita qui fait le match tout seul, vous en doutez, parce que voilà, c'est un mannequin, Yoshihiko. Mais le truc, c'est que il y a plein de trucs qui, moi, tu m'as dit, on en a parlé un peu off, tu m'as dit, je pense que tu pensais que j'allais pas aimer ce combat. Mais moi, en fait, à peine il y a eu le premier truc de ce combat, j'ai vu que ça allait être du gros cinématique et tout ça. Du coup, direct dans ma tête, je me suis dit, tu vas regarder un truc fun. C'est pas du catch quoi. Enfin, pour moi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Pardon. Et donc, du coup, j'ai regardé le truc vraiment en m'amusant. Et qu'est-ce que c'était drôle, quoi. Ils sont partis loin. Il y a plein de trucs qui sont à mourir de rire. Comme par exemple, à un moment, il y a Takeshita. Là, je vous montre la photo pour ceux qui regardent la vidéo. Il y a Takeshita qui court. On a l'impression qu'il court sur place. Je pense qu'il court sur place même. Parce que c'est un peu fait bizarrement. Mais ils en font tellement exprès que voilà. Et on voit un mec qui tient Yoshihiko. Et dans tous les moments où Yoshihiko est debout, on voit que c'est un mec habillé en noir. Et il y a même pendant la rivalité, elle était sur le ring. Tu voyais le mec derrière en train de porter la poupée. C'est débile, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et ça va très très loin ce combat, quoi. Il y a une tentative d'homicide de Takeshita qui balance Yoshihiko d'en haut d'un bâtiment. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, je pense qu'il faut vraiment regarder ce match-là. S'il y a un match à regarder dans cette première journée, pour moi, c'est celui-là. Et puis à la fin, elle est assez exceptionnelle au point que Takeshita fait exploser Yoshihiko. La fin est exceptionnelle. Et qu'est-ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que t'as le générique et après t'as la petite scène post-générique. Ouais. C'est encore meilleur. J'ai pas vu, j'ai coupé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, sur la scène, enfin sur le générique, tu vois Takeshita repartir sur une route avec son objet sur le dos, tu sais, en mode film bien cliché, tu vois, de fin de film là. Avec son pote qui l'a appelé, qui se trouvait aux toilettes. Ouais, c'était Aoki. Enfin, pas Aoki, comment? Je crois que ça doit être Yukino, ouais. Ouais, Yukino, ouais.
Et juste après, en fait, de la manière dont c'est fait, tu as un effet un peu particulier en FX, en post-prod, Ouais. autour de Yoshihiko, qui fait clairement penser à dire Yoshihiko 2, le retour, ça risque d'arriver. Tu vois. Donc c'est pas fini alors. Vu la dernière vignette qu'on a vue, ce serait très étonnant que ça finisse là, tu vois. Ok, ok. Et toi, t'as adoré ça parce que ça c'est purement ta cam, quoi. J'étais arraché de rire à ce niveau-là. Ouais. J'étais mort de rire. Il y a des trucs, j'étais KO, quoi. Ouais, ouais, L'œil, sans ouais. déconner. Oui, Non, mais y a Yoshihiko qui arrache l'œil de Takeshita et Takeshita il récupère l'œil, il le remet en place comme ça. t'es défoncé, quoi. Ouais. Mais c'est. Non, moi, personnellement, ça, c'est l'un des meilleurs moments de l'année, quoi, pour moi. C'est du bonheur en- Franchement, c'est tellement assumé que c'est débile. Déjà de combat d'un mannequin, faut le faire, tu vois, mais c'est tellement assumé que oui, en fait, ce que j'aime, c'est le fait que c'est pas du tout sérieux, tu vois. Et ça, c'est cool, quoi. C'est Après, ça. en fait, ce que j'aime pas, c'est quand un cinématique se veut hyper sérieux. Ça me fait un peu plus, j'ai un peu plus de difficultés, surtout dans la façon de faire, par exemple, d'un Boneyard match. Mais encore une fois, je l'ai pas vu, donc je vais pas trop, voilà. Mais dans ce match-là, d'entrée de jeu, et puis il y a plein de références au monde japonais, des films d'horreur. Moi, j'ai sursauté. Je suis pas très fan des films d'horreur. Le moment où t'as Takeshita qui monte en haut de l'escalier et tu vois la porte, t'as une porte vitrée et d'un coup t'as la tête de Yoshihiko qui passe d'un coup avec un son bien strident. Et oui, je me suis un peu chié dessus quand même, faut l'avouer. Ah, c'était magnifique. Ouais, C'était ouais, ouais. magnifique. C'est plein de références. Je pense que toi, en tant que toi, t'es fan de cinéma également. Il doit avoir des références par rapport à des films du Japon, etc. J'imagine. Alors, je suis pas très connaisseur du film japonais, mais rien que comme je te dis, le générique qui glisse sur les deux qui partent loin sur la route, c'est c'est une rêve cinéma à des kilomètres. Même la petite scène post-générique derrière, la manière dont c'est fait, je Ouais. sens la référence, tu vois. Oui, il y a des références partout dans ce match et c'est génial. Et juste quant à la poupée noire, c'est juste une question de. Enfin, c'est habituel. C'est-à-dire que pour Yoshihiko, pour la manœuvrer, etc., il y a besoin d'une poupée noire. Bien sûr, mais ça m'a fait rire, tu vois. C'est pas caché, hein. C'est pas du tout Ah non, caché, mais ça m'a fait rire. c'est pas du tout caché. C'est-à-dire que quand Yoshihiko est sur le ring, on les voit et le public, ça les gêne absolument pas. Ils sont à fond dans le délire et je trouve ça génial. Ouais. Ça m'a fait penser, t'as dû voir cette vidéo déjà, les Japonais qui jouent au ping-pong en Matrix là, et t'as les mecs qui tiennent la balle et tout, qui tiennent la table et tout, qui sont habillés en noir. C'est exactement ça, tu vois. Enfin voilà, et Takeshita il fait une performance abusée tellement qu'elle est bonne sa performance quoi. C'est abusé. Non, mais Takeshita, là, il a 25 balais. Ouais. La diversité de ce qu'il sait faire, ce qu'il a montré ces dernières années en termes de diversité, c'est absolument inimaginable, je trouve. C'est assez dingue. Pour moi, c'est un must-see, c'est un match à voir. Si on appelle ça un match. Prenez-le comme vous voulez, Ouais. juste prenez-le de manière fun. Match Oui, ou pas oui. match, prenez-le de manière fun et voilà. Pour moi, il faut vraiment le regarder en se disant je vais regarder un truc totalement perché et pur japonais quoi. Par contre, si vous aimez pas tout ce qui est délire japonais, si vous n'êtes pas trop dans la culture japonaise et tout, vous allez sûrement avoir du mal. Mais si vous kiffez ça, enfin voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est le match commence dans la nuit et se termine au petit matin quoi. Ça veut tout dire quoi. Ça veut dire que le combat a duré longtemps quoi. Le coup du petit matin, j'étais plié, j'ai trouvé ça génial. Ouais. C'est parfait. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, Wingren. Moi, j'ai adoré ce combat aussi. Clairement, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien du début à la fin. Et voilà, j'ai adoré. Ça dure quoi 20 minutes? Un truc comme ça? Je crois même un petit peu plus. Un petit peu plus. Bah, en tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Sur Cage Match, ils disent 15. 15, ok. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, voilà, moi personnellement, j'ai adoré, c'est du fun. Voilà, faut le prendre comme c'est du fun, point. C'est tout. Bon. On est d'accord, on est d'accord. Bon, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce match ou autre, ou c'est bon? Bon. Ok, on va enchaîner du coup à la journée 2. Oui, 1 heure passée, journée 2, allez. Allez. En même temps, les deux journées, c'était chaque show 3h30. Un truc comme ça. Ah oui. Donc, Ça,
De mémoire, la première journée, c'était 3 heures, 3 heures, 3h30, et la deuxième journée, c'était un peu plus court, 2h30, je crois, 3 heures. Ah, je crois que la deuxième Moi, journée, personnellement, c'était plus long, hein. La deuxième enfin, journée, pour moi, c'était plus long, je crois. moi, bizarrement, j'ai moins ressenti, et peut-être aussi parce que j'étais en live personnellement. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai maté tout seul. Enfin, tu sais, voilà, j'étais tout seul dans mon coin après le boulot à mater ça. Et voilà quoi. Bon, premier combat de cette deuxième journée du Peter Pan. Donc, c'est toujours dans la même salle. Hein, ça n'a pas changé. Et donc, c'est Antonio Honda contre Toru Owashi dans un Shop Up Challenge Falcons Anywhere match. Et là, j'ai besoin que tu m'expliques parce que quand j'ai vu ça en live, j'ai rien compris de ce qui se passait, mais j'étais mort de rire. Parce que les mecs sont tellement expressifs, même si on comprend rien ce qu'ils racontent, c'est hyper fun, c'est hyper fun. Donc toi, je sais que tu connaissais les règles. Qu'est-ce que c'était en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, euh, le Shop Up Challenge Falls Count Anywhere match, donc c'était un match où à chaque shop effectué dans le match, donc à Temi si vous préférez, t'as le Super Sasanango Machine, toujours lui. Ouais, toujours le même. C'est ça, parce que c'était un Super Sasanango Machine Produce Match. Donc, Ok. voilà. Et à chaque fois, il devait payer 100 yens pour chaque shop. Ok. D'accord. C'est à une association, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, c'était à Falcons Anywhere, et ça a finalement servi en fait quelque peu de fil rouge pendant une bonne partie de la deuxième Ouais. journée. Mm, mm. Ouais, effectivement, parce que ça a commencé sur le ring. Puis après, dès qu'ils sont sortis de la salle, les matchs ont repris le cours normal, on va dire. Et un peu plus tard dans le show, on les a vus dans les vestiaires, toujours avec l'arbitre qui comptait derrière tous les shops. Et alors, c'est pas des grosses shops, hein, c'est des clacasses, quoi. C'est des petits trucs de merde, quoi. Oui, non, bah oui. On n'est pas là pour faire du Yurino contre Sekimoto, voyez-vous. C'est ça, ouais. Ouais. Mais- non, là, on est sur quelque chose de purement comique. Et, Mm, moi, mm. je trouvais ça drôle. C'était drôle, ça Ouais, mange pas de pain, ça fait un petit fil rouge, voilà. un petit fil rouge que Cage Match met pour un match qui a duré au total 72 minutes. 72 minutes. Alors, 72 minutes, le tout a fini sur un match nul, un no Ouais. contest, pour un total de 1000 shops, soit 100 000 yens à débourser. C'est pas mal quand même. Ils sont allés un moment à un restaurant, il y a le patron du resto, je sais pas quoi, qui a été embarqué, vous le voyez sur la photo. Lui, il s'est pris des bonnes chopes par contre. Avec lui, ils allaient bien violent. Il me semble que c'est. Enfin, je le connais comme. Oui, Je suis pas j'imagine non que c'est plus- pas un vrai patron d'un resto, ouais. Non, je suis pas super érudit en catch non plus, surtout Mhm. en catch japonais. Ça fait pas non plus des masses d'années que je suis, mais apparemment c'est un nom assez connu dans le catch jap qui a été pas vu depuis longtemps. D'accord. Le patron de resto, mais je vous laisserai vous renseigner si vous le désirez en tout cas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, voilà, c'était fun, ça mange pas de pain, ça fait un petit fil rouge. Franchement, ça m'a fait marrer. J'ai rien compris, mais je rigolais comme un con, quoi. Tu sais, je rigolais comme un benet, quoi. Mais c'était cool. Exactement. Voilà. De Ouais. toute façon, c'était le but, hein, de toute Ouais, manière. ouais. Et je suis assez. Alors, je crois que c'est Toru Owashi qui avait fait le match contre Dieno. Alors, j'ai plus son nom. Tu vois de qui je veux parler? Peut-être Danchoku Dieno. Voilà. C'est Owashi qui avait fait ce match en Street Fighter contre Dieno, c'est ça? Il me semble, oui. Ouais, c'est un match qui a été fait en format Street Fighter. Il y a eu même un format Mortal Kombat un peu avec un cassage de noix à un moment et tout. Enfin bref, c'est des catcheurs comédie chez DDT les deux. Oui, alors pour le coup, Toru Owashi, c'est un comédie, et Antonio Honda, c'est un comédie western également, et c'est celui qui parle le plus dans un ring. Ah d'accord, ok. Oui, ça m'étonne pas. Oui. Ça Il m'étonne pas. prend tout le temps un micro pour parler pendant 15 ans, toujours en s'asseyant, en pleurant, en se plaignant, quoi qu'il reste. Ok. Bon, très bien, très bien. On va pas s'attarder plus et on va passer à la suite avec un match pour le coup pur TGP. Exactement. Avec des catcheuses que si vous suivez un peu la All Elite Wrestling, peut-être certains noms devraient vous dire quelque chose. Alors désolé pour les photos, j'ai pas trouvé beaucoup de... Enfin, il n'y avait pas des photos où j'avais tout le monde, etc. Donc voilà. Mais en gros, ce match-là, il y a des catcheurs que vous allez connaître parce qu'il y avait entre autres les Mira Clients. Je sais pas si je le dis bien.
Je pense pas. Miracle peut-être. J'entends rarement le nom clan en tout cas. Donc, Ok. Bon, bah les Miracle et donc c'est Shoko Nakajima et Yuka Sakazaki, deux catcheuses qu'on a vu du côté de Show Elite Wrestling. Shoko Nakajima et Yuka Sakazaki. Toi, je sais que tu les aimes bien, ces deux catcheuses que tu aimes bien, et que tu avais été un peu déçu peut-être de leur prestation. Enfin, en tout cas, ouais, peut-être de leur prestation du côté de Show Elite, et là, tu les retrouves plus dans leur style au Japon, quoi. c'est-à-dire qu'effectivement, les Joshi à la All Elite Wrestling, c'est à peu près les seuls trucs que je regarde à All Elite de manière Ouais, c'est le récurrente. seul truc qui Et t'intéresse. c'est ça. Et oui, effectivement, on voit qu'il y a un souci quelque part, que c'est loin, très loin d'être optimal. Effectivement, Mm. quand derrière tu les retrouves dans leur élément premier, c'est un plaisir constant. Ouais, 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 je peux le comprendre. Mais c'est deux catcheuses que j'aime bien, et surtout Yuka Sakazaki, elle a une tête elle est hyper mignonne, enfin, elle est hyper charismatique, elle a une tête de manga, quoi. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est Non, mais vraiment ça, quoi. en fait, c'est même pas cliché, puisqu'elle a une espèce de gimmick de Magical Girl quelque part. Mm. C'est même le terme de Magical Girl, en fait. Mm. Ça se ressent dans la tenue d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Et, Ouais, c'est sûr. Mm. et si je puis en placer une, Yuka Ouais. Sakazaki, au passage, la Princess of Princess Champions, c'est-à-dire la championne principale de la Tokyo Joshi Pro. Ok, très bien, très bien. Et elles étaient accompagnées de Miyu Yamashita. Et elle faisait face à Bakuretsu Sisters, donc Nodoka Tenma, Yuki Eino et Rika Tatsumi. Tu connaissais les six catcheuses ou pas ou... Wingren. Oui, je connaissais les catcheuses parce que je suis un aficionado de la TGP depuis un petit moment. Rika Tatsumi, au passage, est l'une des deux Princess Tag championnes. Elle est habillée comment pour que... Est-ce que tu t'en souviens un peu comment elle était fringuée? Oui, alors c'est celle qui était habillée en blanc, un peu fine, en D'accord, blanc, ok, ok. Donc c'est celle qui est au milieu sur la photo. Très bien. qui est Princess Tag championne avec une dénommée Miyu Watanabe. Je connais, Bon. non. Ça me dit quelque chose, mais peut-être que... Ok. Et, oui, sinon c'est tous des habitués de la TGP, on les voit à chaque show. Et juste pour le trio de donc Shoko Nakajima, Yuka Sakazaki et Miyu Yamashita, c'est parmi les trois plus importants de la Tokyo Joshi Pro, en fait, pour faire simple. D'accord, Et ok. je dois juste manquer Maki Ito, qu'on verra plus tard dans le show. Et sinon, je crois qu'on a vraiment les plus importants de la Tokyo Joshi Pro. Ils ont peut-être manqué un ou deux. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'était vraiment un match très solide, du pur Joshi, quoi. Tout ce que j'ai dans ma tête, enfin, toute l'idée que je me fais du Joshi, c'était dans ce match-là, quoi. Il y a un peu de comédie, des moves un peu particuliers, des poses, de la danse, et surtout du très bon catch bien rythmé, quoi. Voilà, ça fait clairement le taf. On sent que Nakajima, Yuka Sakazaki, bah, sont dans leur délire. Et puis voilà, si on aime le délire, si vous aimez le Joshi, vous allez aimer ce match. Je verrai pas pourquoi vous aimerez pas ce match si vous aimez pas le Joshi, quoi. Mais moi, c'est vraiment pas un style que je déteste. C'est pas un style que je vais voir naturellement parce que j'ai d'autres choses à regarder. Mais quand je vois des combats de Joshi, franchement, je passe toujours du bon temps. Et toi, qui est clairement, toi, c'est ta cam. Est-ce que t'as été un peu déçu ou t'as aimé ou c'est clairement dans la moyenne de ce qu'elles font habituellement? Là, le match a duré 15 minutes 30, donc c'était une très bonne durée, en fait, pour un 3 contre 3 TGP. Et Ouais. moi c'est simple, j'ai eu la banane à mort durant tout le match, en fait. C'est exactement ce que j'adore la Tokyo Joshi Pro, en fait, ce match. C'est-à-dire Ok. que je me suis éclaté, mais j'étais à fond dedans, de bout en bout. Moi, la Tokyo Joshi Pro, à chaque fois que je regarde, je l'ai mis en plus sur Twitter, à chaque fois que je regarde, ça me rend heureux très rapidement. Et là, c'était encore le cas, j'étais super heureux. Pour toi, tu préfères la TGP à la Stardom? Tu mets la TGP avant la Stardom pour toi? Ego personnel, clairement oui. Ok. La TGP, c'est quoi la différence avec la Stardom? C'est peut-être un peu plus fun que la Stardom, qui est peut-être un peu plus sérieux? Peut-être, hein, je sais pas. C'est que, d'ailleurs, ça se voit bien avec les rapprochements finalement. C'est que la Stardom qui se rapproche avec la New Japan a effectivement un côté un peu plus sérieux, un peu plus New Japan dans certains aspects. Ouais. Un peu plus mainstream, peut-être? Attention.
Oui, non, mais même avec les noms qu'ils ont à la Stardom au niveau des Gaijin, hein, on va dire un peu plus au niveau japonais. Enfin, disons que la Stardom, c'est celle qui s'importe le mieux aux États-Unis, c'est qu'on Bien entend sûr, bien sûr. La Tokyo Joshi Pro, effectivement, c'est beaucoup plus japonais dans l'esprit, beaucoup plus fun. Je crois que c'est l'une des plus colorées, en tout cas, qu'il y a au Japon. Et moi, j'adore. Ok, ouais, non, mais ça, franchement, ça se comprend, hein. C'était vraiment fun. Voilà, comme je t'ai dit, moi j'ai bien aimé, hein. Donc, je sais que je suis tombé quelques fois sur des matchs de TGP. Je pense que, voilà, Yukasa Kazaki, quand on va défendre son titre, je pense que je me materai son match, parce que moi j'adore Yukasa Sakazaki, quoi, clairement. Bon, c'est un match que si c'est des catcheurs que vous avez aimé chez All Elite, allez voir ce combat, parce que c'est clairement dans leur élément, quoi. Voilà. T'as rien d'autre à rajouter? Non, non, c'est juste que je suis en train de repenser au match qui a été annulé du WrestleMania Weekend. Ça me fait toujours autant chier. Ah ouais, bah, c'était quoi déjà? Yukasa Sakazaki qui défendait son titre contre une certaine catcheuse inconnue du nom de Tsuyon. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Ah, ça sera pour bientôt, on l'espère. On l'espère. Je vais te laisser juste parler du match de DDT Extreme Title, le Release Restriction Rules match. Juste 2 secondes, il faut que j'allume la lumière, donc je te laisse parler et dire ce que t'en as pensé, Wingren. D'accord? Bien, ce que j'ai pensé du match, on expliquera quand Cody sera de retour. C'est que le match, je pense que c'était le moins passionnant du week-end. C'était un peu lent, il se passait pas grand-chose. Qui était une déception, qui est une pure déception quand on connaît l'historique du titre et tout ce qu'on est capable de faire avec ce titre très fou, en fait. Et je suis là. C'est ça. Et je suis rassuré, en tout cas, de la conservation de titre de Shinya Aoki, qui, pour information, est quelqu'un qui s'est fait connaître dans le MMA japonais. Oui, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Et qui a commencé à DDT avec des matchs très portés là-dessus. Ok, très shoot style. Ouais, c'est ça, enfin très technique un peu. J'aime beaucoup le match qu'il avait fait contre Takeshita l'année dernière dans cet esprit-là. Ok. Qui montre encore une fois que Takeshita est incroyablement divers. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Non, mais c'est dingue, c'est sur ce match que j'ai réellement compris en fait. Et voilà, donc. Et après, donc forcément, quand il est arrivé sur l'Extreme Title, c'est parti en cacahuète. L'Extreme Title, c'est quoi les règles? C'est le champion qui choisit? Non, c'est pas un truc comme ça? L'Extreme Title, pour faire simple, c'est un titre qui se défend avec une stipulation différente à chaque match. C'est pas forcément le champion qui choisit. En l'occurrence, c'était pas le champion qui a choisi. Je crois que c'était parce qu'à ce moment-là, tu avais justement Release Restriction Rules. Release Restriction, c'est par rapport aux restrictions dues au Covid, etc. Mais voilà, sanitaires, qui ont été un peu abaissées au Japon à ce moment-là, qui ont été un peu libérés. Okay. Du coup, ils ont voulu éviter ça avec un espèce de Fall Counts Anywhere. Okay. Mais ce qui est, je pense, le match le moins intéressant du titre que j'ai pu voir. Ouais, bah alors moi c'est ce que j'allais dire, de ce que j'ai entendu, de ce que tu as dit, tu m'avais l'air d'être un peu emballé. Moi j'ai trouvé le match chiant. Wow, je me suis fait chier, c'était mou, hein. Alors je sais pas si Yukio Naa est bien habituel, mais moi je l'ai trouvé mou du cul, quoi. J'avais envie de lui dire, hé gamin, bouge-toi un peu, quoi. Il était lent, hein. Enfin je sais pas. Yukio Naya de base est plutôt lent, effectivement. C'est une habitude qu'il soit assez lent. Au début, tu vois qu'au début, il essaye de mettre des coups de pied, etc. Tu sens qu'il est pas à l'aise, quoi. C'est pas ça, quoi, tu vois. Et j'ai pas, je sais pas, ça n'a pas du tout été mon délire pour le coup. Mais bon, si tu me dis que t'as pas, enfin, c'est peut-être le moins bon match que t'as vu pour ce titre-là de ces derniers temps, ça m'étonne pas trop du coup. Par exemple, pour une anecdote, je sais pas si tu te souviens, Cody, une fois sur le Discord, je t'avais passé une image avec une corde chelou avec un tigre au milieu. Ouais, si. Ouais. C'était un match, c'était une stipulation pour ce titre-là, par exemple. D'accord. Ok. Ouais, là, je pense qu'ils ont voulu faire un truc par rapport au Covid, un truc un peu fun, quoi. C'est ça, mais ça a un peu raté. Sinon, ce passage remis, c'est quand il passe un petit peu en backstage. Ouais. T'as 2-3 trucs comme Maki Ito, qui est vraiment le moment qui m'a bien fait rire du match.
Mais c'est tout, quoi. Après, effectivement, Ouais. c'était la déception du show, pour moi, la déception du Quand week-end. tu dis Ito, c'est la chanteuse là? Enfin, celle qui chante, c'est ça? Oui, c'est ça, mais Ito, The Cutest in the World, qui est effectivement la chanteuse qui fait équipe avec Chris Brook juste après. Ouais, qui chante avec une bouteille d'eau. Voilà, tout Oui, simplement. qui, en l'occurrence, répétait son Ouais, thème, elle non, répétait, ouais. avec une bouteille d'eau. Et t'as Matt Sui, qui est le arbitre principal, qui apparemment lui a dit: est-ce que tu fais vraiment ça avant chaque match, à chaque fois, sérieusement? Ça me fait Effectivement. Ouais. Bon, c'était pas un match très intéressant pour ma part, hein. J'ai pas, voilà. ça va pas être assez aisément pour le coup. Ok. On enchaîne du coup avec le match de Chris Brooks. Tu en as parlé il y a 2 secondes. Donc Chris Brooks qui était en équipe avec Maki Ito, un autre match intergender, face à Eruption. Donc Saki Akai, ou Akai, je pensais Akai, contre Yukio Sakaguchi. J'ai pas accroché à ce match-là. J'ai trouvé le rythme assez lent. J'adore Chris Brooks, mais je sais pas, j'ai pas accroché à ce match-là. Encore une fois, j'ai trouvé vraiment que dans ce match-là, bah, ça manquait le public. Alors, bon, c'est con de le répéter à chaque fois, mais pour le coup, là, je l'ai ressenti juste dans quelques matchs et je l'ai ressenti dans ce match-là. Et voilà, j'ai pas trop accroché. Et les 2 matchs d'affilée, là, j'ai fait, oh putain, vivement la suite parce que tu vois, je commençais un peu à me fatiguer. Les 2 matchs, vraiment, je pense que si t'es fan de DDT, bon, ça se regarde, tu vois, mais quand t'es vraiment pas connaisseur du produit, les 2 matchs d'affilée, c'est lourd quand même, je trouve. Alors moi, mon cas est particulier puisque j'aime les 4, tout D'accord. simplement. Ok. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a remonté un certain temps maintenant, quand c'est bien longtemps. Ouais. Eruption, c'est donc le clan de Saki Akai, Yukio Sakaguchi et Kazusada Higuchi. Ouais. Et donc un clan qui s'est formé il n'y a pas super longtemps et que je trouve fonctionne extrêmement bien. Et en face, t'as Chris Brook et Maki Ito. Maki Ito, c'est peut-être celle qu'on voit le plus de la TGP finalement. C'est vraiment la chanteuse qu'on voit partout qui est drôle à mourir. Qui est une idol, quoi, tout simplement. Mais c'est même pas quoi, c'est qu'en fait, elle a un passé d'idole complètement, en fait. Ouais, c'est une idol, oui. Ouais. Totalement. Et elle est incroyablement fun, cette Ouais. fille, vraiment. Et je trouve l'association avec Chris Brooks absolument parfaite. Ouais, il y a des moments qui m'ont fait assez rigoler. Qu'à un moment, il y a Makito qui est parti se cacher derrière le drap d'entrée. Là, bon, c'était assez drôle. On voyait que sa tête qui dépassait, ce genre de truc. Elle a des réactions faciales par rapport à son adversaire, qui est donc Sakaguchi, hein, c'est ça? C'est Ouais. Yukio Sakaguchi, effectivement. Ouais, qui a ouais, qui a l'air d'être un peu vénère comme garçon. Oui, garçon, oui, qui. Encore une fois, je suis pas érudit au cas japonais, mais apparemment, c'est le fils de quelqu'un de très connu dans le bureau. D'accord. Donc, D'accord. Et très vénère, qui passe beaucoup notamment sur les kicks, en fait. Ouais. Ça a l'air d'être un mec qui se veut très legit, quoi, dans son style de combat, etc. Ouais. Totalement. Et donc toi, t'as trouvé ce match vraiment cool? Oui, parce que moi je suis fan des catchs, c'est ce que je voulais. Ok, bah tant mieux, hein, c'est le plus important, clairement. Bon, moi, voilà. Moi, je commençais, ces 2 matchs d'affilée, pour moi, c'est un peu bon. Voilà. Et donc, bah, moi, j'attendais vraiment le match d'Arashima et Marufuji, hein. C'est un des matchs que j'attendais le plus avec Mao. Et j'étais pressé de découvrir Asuka. Pas la Asuka d'Euro. Celle qui perd son titre. Elle a perdu son titre ou pas? J'ai pas suivi. Alors, non, parce que c'est un non-title match. Ah, d'accord. Et je veux dire, heureusement, sinon je pense que j'aurais pété un câble. Bon, ok. C'était la petite apartéro. Donc, voilà, donc j'étais pressé. Et là, le match. Alors, encore une fois, c'est pas un match, mais j'ai tellement. J'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire dans ce match-là. Enfin, est-ce que c'est un match? Non, c'est pas un match, c'est un segment, encore une fois. Mais en gros, c'était pour le titre Ironman Heavy Metalweight Championship Match. Ce titre-là, c'est quoi, Wingreen? C'est du n'importe quoi du début à la fin? En fait,
Déjà, juste pour commencer, je crois que Noncho Codino, c'est le 1457e Oui, champion. ouais, un truc comme ça, ouais. En fait, tout simplement, les règles, c'est pas bien compliqué. C'est un 24-7, mais un 24-7 boosté à 10 milliards de pourcents. Ouais, C'est-à-dire que ouais. tout, n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, je parle pas que des personnes, hein, vraiment, vraiment n'importe quoi, peut être champion. Vraiment. Donc, on a tout vu avec ce titre, vraiment tout. Et, Donc, et là, en gros, bah, ce match-là, donc c'est Danshoku Dienno contre Makoto Oishi. Si j'ai bien compris, il faisait partie du boys band. Peut-être que tu m'en as parlé, c'est ça? oui, c'est ça, avec Shunma Katsumata et Mao. Ouais. Mais, j'ai vu dans les images qu'ils ont montrées, il y a Kota Ibushi aussi en fond, non? Ça peut arriver. De toute façon, dans les images qu'ils ont montrées, t'as toute l'histoire de Dino et Mao, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. forcément, t'as des passages débouchés. Et en gros, l'histoire, c'est que Dienno et Oishi, c'était. Alors, je l'ai pris comme je l'ai compris. Peut-être que je vais me gourer, tu vas me rectifier, hein, Wingan, s'il faut. Mais en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'était les meilleurs amis du monde, voire peut-être un peu plus du côté de Dienno, si j'ai bien compris. Dienno qui est ouvertement homosexuel, je pense, c'est ça l'histoire? Enfin, alors, le truc, c'est que Dino a une gimmick, une façon de se comporter très, très, comment dire, explicite. Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque part le catcheur du break de la Fed. Toujours à faire des pauses plus que subjectives et par après PG. Ouais, ouais. Et donc, du coup, on a des images de très haute qualité. Et de ce que j'ai compris, du coup, bah, Makoto Oishi, lui, maintenant, c'est un daron, quoi. Il est avec sa fille ou son fils, il s'occupe de son bébé et il a plus le temps pour être avec Dienno. Et du coup, Dienno, lui, il est triste. Et du coup, c'est pour ça, de ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'il a voulu défendre son titre contre Oishi pour limite le retrouver. Si j'ai bien compris. En fait, il y a d'autres trucs. En fait, dans l'histoire, d'après ce que j'ai compris, moi de mon côté, notamment grâce au thread, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'ils ont plusieurs jours d'affilée qu'ils essayaient de lancer le match entre les deux. D'accord. Mais à chaque fois, Makoto Oishi avait une couille. Il y avait vraiment un truc qui empêchait. Ouais. Le plus gros et le plus important étant son fils qui arrête pas de pleurer. Ouais, son fils, d'accord, ok. Qui arrête pas de pleurer, donc du coup, il peut pas le lâcher ou à caisse. Ouais. Et donc voilà, ils peuvent pas lancer ce match. Et là, donc on a Dienno qui arrive sur le ring, alors qu'on sent que Dienno est très ému, quoi. C'est le moment qu'il attendait, quoi. On sent qu'il est vraiment au bout du rouleau. Voilà, il fait le signe de croix et tout. Il est là. Et puis le match, ils attendent que Makoto Oishi arrive sur le ring. Et là, il sort le portable de son slip, Dienno, et il monte le portable à l'arbitre. Et là, en gros, bon, il montre un message en japonais. J'imagine que c'est que, en gros, que Oishi dit qu'il sera pas là ou qu'il aura du retard, quelque chose comme ça, quoi. C'est ça. De toute façon, après, ça se comprend par la suite Oui, des événements. c'est ça, c'est ça. Et donc, en gros, bah, donc il y a le message derrière. Alors, je pense que c'est le président de la DDT qu'on voit. Ça, en tout cas, c'est celui qui est portrayé comme président à l'écran. Le représentant, ouais. C'est ça, qui est toujours là aussi, qui n'hésite pas à passer dans des trucs très comiques lui aussi, à prendre bien cher. Et d'ailleurs, il a pris des chops des deux au tout début, là. Exactement. Et on le voit après tout défroissé, là. C'était assez drôle. Avec la cravate du côté et tous les lunettes mal placées. Et là, donc du coup, il s'approche de l'arbitre et il s'approche de Dienno. Il lui dit, bah non, bah s'il est pas là, le match va pas avoir lieu, quoi. Et on sent que Dienno, il est hyper triste et voilà, il est là, mais non, il va arriver et tout. Et il nous fait comprendre qu'il faut attendre 3 minutes et que il va arriver. Et là, bah le président, enfin le représentant, et avec l'arbitre, ils disent, bon, ok, tu as 3 minutes, mais si dans 3 minutes il est pas là, bah il y a pas de match, quoi. Et donc, à partir de là, il y a les barres noires de cinéma qui se mettent sur l'écran. Et là, t'as une musique de J-pop hyper émouvante. Alors, des trucs hyper romantiques, un peu à la con, qui se met en route. Et là, il y a un flashback de tout ce qui s'est passé entre ces deux personnages-là chez DDT, quoi. Et je comprenais rien de ce qui se passait, mais j'étais mort de rire. J'en chialais, quoi. C'est encore une fois du génie, du grand n'importe quoi. Ça va pas plaire à tout le monde, hein.
mais c'est une bromance de ouf, quoi. Et ça m'a fait rigoler. Et tu vois plein de moments à la con où ils sont en train de faire. Les deux se tiennent les jambes, ils roulent jusqu'à que Geno finit le cul sur l'adversaire, sur son adversaire, quoi. Et plein de trucs comme ça. Et qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Et avant de dire la fin, toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie-là? Comme toi, j'étais plié à terre, quoi. Ressortir toutes ces images. Déjà, de base, les images me font rire, mais dans ce contexte-là, avec cette musique-là et tout, c'est du génie, oui. Ouais, du génie. Ouais, clairement, clairement. Et là, donc, du coup, on arrive pratiquement à la fin du temps. Le représentant et l'arbitre reviennent vers Geno. Et là, ils disent, bah non, ça va être de la fin et tout. Et là, juste alors qu'ils allaient annoncer la fin, bah, que le combat n'a pas lieu. Et là, Makoto Oishi arrive, enfin. Et là, Geno, il est hyper heureux de le voir. Et là, Oishi va pour se précipiter pour aller sur le ring. Et fait une chute tout aussi exceptionnelle que celle de Dana Brooke lors du Money in the Bank. Et du coup tombe, se casse la gueule et reste bloqué les jambes au niveau en l'air à moitié là. Et là l'arbitre il vient le voir et lui il dit bah non il y a pas de match et donc fin quoi. Et tout ça pour ça. Donc voilà en gros l'histoire. Qu'est-ce que t'as pensé de cette chute? C'était magique. Ah c'était Voilà. magique ouais. Ouais. Mm. Donc voilà, bah c'est un grand n'importe quoi. Si vous aimez le délire, vous avez sûrement kiffé. Moi personnellement, j'ai adoré aussi. Hein. Donc voilà, voilà, j'adore cette comédie. Ça me fait rire, ça me fait rire. C'est débile, mais ça me fait rire. Donc voilà. On enchaîne, Wengen? On enchaîne. Du coup, c'était là un match que j'attendais énormément parce que bah sur le papier, t'as quand même des gros noms. C'était Arashima, qui est une légende de la DDT, voilà, qui a été plusieurs fois KOD Openweight Champion, qui a gagné également le Grand Prix, hein, si j'imagine. Oui. Et face à lui, enfin et avec lui, pardon, il y avait Naomichi Marufuji, légende de la Noah. Et pas que, qui a gagné le carnival du côté de chez All Japan. Il a participé au G1 Climax. Enfin voilà, il était voilà, légende du Puroresu. Et il est président. Enfin, il fait partie pas des owners, mais en tout cas comment dire, des gros cadors de la Noah, hein, c'est ça? En tout cas, oui, il fait clairement partie des cadors de la Noah, ça c'est une certitude. Et face à eux, ils avaient donc Mao que moi j'ai connu grâce à l'équipe qu'il a eu avec My Belly, le québécois, hein, du côté de chez DDT, les Moonlight Express. Moonlight. C'est ça, effectivement, qui était une super équipe hein, que j'avais adoré, donc je l'ai découvert là. Et qui est un catcheur aussi que j'ai adoré son combat contre Tanaka, qu'il a eu lors de je sais plus quel show, l'un des derniers là. Oui, il me semble que c'était l'un des derniers, effectivement. Ouais, c'était pour le titre. Et il était accompagné de Asuka, qui est une catcheuse avec, de ce que j'ai compris, un fort potentiel. Elle est très jeune, elle a 21 ans, c'est ça? Je crois. Ah oui, je viens de vérifier son âge 21 ans, parce que je n'avais jamais regardé son âge personnellement. Ouais, et oui, on dirait pas. Hein. Non, mais c'est clairement. Et oui, moi je l'aime beaucoup, cette Asuka. Ouais. Et ça me fait plaisir de la voir là dans ce match. Et superbe catcheuse, quoi. Enfin, super combat. Ça se met dans la gueule comme Jaja. C'est très bon, très bon. Marufuji s'en bat les reins, que ça soit Asuka ou Mao. Hein. Il frappe pareil. La jeunesse contre les anciens, c'était super fun. Du très bon match par équipe, des bons moves. Mao et Asuka, ça marche très bien. Asuka fait des shooting star press, des moonsaults, des moves très cool. Voilà, un super combat. J'ai pas besoin de plus. C'est vraiment un match que je conseille pour le coup. Ah oui. Très clairement, un match que je conseille fortement. C'est tout ce que j'aime dans le tag japonais, quoi. Tu vois, de la compétition, du stiff, du cassage de tronche, et puis des bons moves, quoi. Tu vois. Exactement. Ouais. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Personnellement, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Donc, enfin, est-ce que je peux dire ce qui a été. Après, il y a eu un petit tease après la fin Ouais, du match. vas-y, parce que ouais, vas-y. Ouais. En fait, visiblement, il y a eu un petit tease pour qu'on ait un 1 contre 1 entre Marufuji et Asuka, et ça, j'aimerais beaucoup. Ah ouais, ça pourrait être bien, ouais. Effectivement. Effectivement, parce que oui, c'est Arashima et Marufuji qui
a gagné ce match. Donc Exactement. voilà. Ça me paraît une victoire un peu logique, pour le coup. Oui. Oui, complètement. Ouais, ok. Ok. On enchaîne donc avec un match que j'attendais également parce que j'adore l'une des deux équipes, à savoir les Strong Hearts, Lindaman et Tiok, qui essayaient de prendre le titre KOD Tag de championne contre Nautilus, Naomi Yoshimura et Yuki Ueno. Alors je connaissais pas Nautilus, et pour le coup, quel combat quoi. Je t'ai envoyé un message directement après, je fais encore une fois, mais quelle tuerie ce combat quoi. Les Strong Hearts, pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures équipes actuellement dans le monde du catch. Surtout ce format-là, cette combinaison-là entre Lindaman et Tiok, je la trouve super bonne. J'ai adoré le format Lindaman Shigeru Irie qui a eu du côté de chez Big Japan Pro Wrestling aussi, je crois, et que personnellement j'ai adoré. Mais je trouve que Lindaman et Tiok, ça marche super bien ensemble, quoi. Complètement. Et toi, tu connaissais, j'imagine, les Nautilus parce qu'ils sont champions par équipe, donc automatiquement tu dois les connaître. Oui, c'est une équipe qui est désormais très bien installée à la DDT et qui font toujours le taf. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ce combat? Ce combat était génial, hein, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il est assez long, mais 22 minutes. Mais en fait, je trouve qu'il commence vraiment très lentement, en fait, je trouve. Ça prend son temps, ouais. C'est ça, ça prend son temps, ça construit. Et tout d'un coup, tu as les Strong Hearts qui te sortent une accélération. Ouais. Tu vois flou. Elle est fantastique, celle-là. J'ai vu flou. Et ensuite, c'est génial, quoi. Et j'imagine qu'il y a un point que t'aimes bien, on peut pas dire pareil du main event. Je trouve qu'il y a pas de nearfall abusé dans ce combat. Mais non, du tout. Et ça, je sais que t'aimes bien quand il y a pas ça. Exactement. Donc moi, est-ce que t'as une note pour ce match? Ah bah, ça fait partie des matchs auxquels j'ai clairement mis 4, hein, concrètement. Ouais, bah moi je suis plus généreux que toi, je le mets 4,5, mais ça 4,5 c'est un 4 pour toi quoi. Enfin, ça, tu vois, c'est en fonction des. Pour ceux qui ne connaissent pas ma notation, c'est-à-dire que je suis largement plus sévère qu'un Cody. En fait. Oui, oui. Moi je peux mettre un 5 parce que j'ai adoré ce combat, mais toi tu mettras que 5 si vraiment t'as chié du sang quoi. C'est-à-dire 5 depuis 2016. Ouais. Mais par contre, moi je passe jamais au-dessus de 5. Donc il y en a qui mettraient des fois à certains matchs, ils mettraient 5,5. Moi jamais t'auras 5,5, c'est 5. 5 c'est avoir à tout prix et voilà. très bien quoi, tu vois, c'est ça pour moi. Mais là pour moi c'est un 4,5, c'est un match qui est vraiment super bien quoi, ça part dans tous les sens et comme tu as dit l'accélération de Strong Heart, c'est fantastique quoi. C'est Lindaman, c'est quelque chose hein. Voilà là, j'adore ce mec. Lindaman, je pense que c'est le meilleur de la partie Strong Hearts. Je suis hyper fan de Tiok, enfin j'aime beaucoup tous les catcheurs de Strong Hearts, mais c'est vrai que Lindaman c'est peut-être celui qui marque le plus, ouais, je pense. Et qui me correspond le plus, en tout cas. Ouais. Bah Tiok est un peu plus classique, quand même. Bah voilà, pour moi Tiok ça a toujours été un peu le Okada de la Wassalwan à un moment un peu, tu vois. D'accord. Donc voilà, mais moi j'ai un match que je conseille x 10 000 et Wingreen aussi du coup pour le coup. Donc voilà, on va passer du coup au main event. Oui. Alors juste, ce sera important après pour le main event également. Mais en fait, les Strong Hearts à la DDT, c'est particulier. Oui, ils sont avec Damnation, c'est ça? C'est ça pour former le groupuscule complet Damn Hearts. Ok. Donc ouais, ils se sont associés en début d'année, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, quand ils sont là, en fait, ils travaillent ensemble toujours. Ils ont gagné le titre Six-Man avec Endo, c'est ça? Il me semble, oui. Ouais. Ok. Et c'est donc tout. voilà. Ok. Voilà, c'est-à-dire que du coup, ils sont vraiment en session à eux et je pense qu'ils essaient de contredire. Ok. Mais c'est vrai que Endo et les Strongers, ça doit cartonner. Hein. Ça doit être violent. Je te laisse continuer un instant. Ouais, vas-y. Je vais continuer. Tu me dis quand tu es de retour, du coup, Wingen. Du coup,
Bah, le dernier match, c'était donc le main event de ce Peter Pan. Donc on est à 1h40 d'émission. Bah voilà, on vous avait prévenu. C'est un podcast. En tout cas, on espère que vous aimez, que ce soit que vous l'écoutez sur Deezer, Spotify et SoundCloud ou également en vidéo hein, sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit like, des commentaires si vous avez aimé. C'est très long, je sais, mais en même temps, c'est 2 jours de show. On voulait prendre notre temps avec Wingreen et on s'était dit, bah on fait 2 heures. S'il faut faire 2 heures, on fera 2 heures. Et ça, voilà, on va faire un truc comme ça. Donc voilà, c'est prendre du temps, mais c'est une vraie review d'un show de 2 jours. Donc oui, on prend notre temps, c'est sûr. Mais bon, c'est les rebuts du catch en même temps. Voilà, je racontais ma vie, il n'y a pas de problème. Je disais que c'était long, mais en même temps, c'est un peu le format que les auditeurs des rebuts du catch aiment voir. Sinon, ils ne seraient pas là à nous écouter, tu vois. Donc voilà, donc pour une petite information, il y a eu déjà quelques matchs, voire peut-être plusieurs entre Endo et Tanaka. Moi j'ai le souvenir d'un, c'est que la finale du Daewoo Grand Prix 2020, donc le dernier de gros championnat comme le G1 Climax de la DDT, la finale c'était Tanaka contre Endo. C'est Masato Tanaka, la légende japonaise, qui a gagné et qui est parti après prendre le titre contre Arashima lors de Sweet Dreams, si je dis pas de bêtises. Ça voilà. C'était en février, je crois, si je dis pas de bêtises. Et par contre, j'ai pas trop compris l'histoire du sabre et de Endo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi Endo a eu ce match-là? Alors oui, donc effectivement, tu fais bien de rappeler la finale du tournoi, puisque de toute manière, ils l'ont rappelé dans la vidéo promo. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'effectivement, c'est à peu près là le point de départ vis-à-vis de ce match Peter Pan-là. Et alors, l'histoire des épées, c'est pas spécialement compliqué. Il arrive qu'on a des Sword Match à Identity, donc c'est des matchs classiques, un peu impromptus par moment, où le gagnant gagne un sabre. Et c'est en fait le sabre sert tout simplement de symbole pour challenger en fait. Ok, d'accord. Ok, donc c'est un match de challenger numéro 1. Celui qui a le sabre, il a un match pour le titre. C'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas d'Aditi. C'est même. J'ai pas l'impression que ça soit été très récurrent cette histoire. Mais là, pour le coup, c'est le cas, ça arrive. Et du coup, Endo a réussi à récupérer l'épée et à la conserver, puisqu'il a dû la remettre en jeu, etc. Et donc, du coup, oui, il a pu aller vers Tanaka pour ce rematch après toute cette histoire, quoi. Ok. Moi, j'ai adoré le match, hein, bien entendu. C'était un excellent match. Si j'ai une note à mettre, je mets un 4,25 à peu près. Parce que j'ai quand même des petits trucs à reprocher. Je pense que tu seras un peu pareil dans le sens. Moi, j'ai trouvé alors, la construction est extrêmement simple. Pour ceux qui ont déjà vu du Masato Tanaka, c'est du Masato Tanaka dans l'art. À savoir beaucoup de strong style, un peu de hardcore avec l'utilisation de tables, etc. Et surtout, pendant la plus grande partie du combat, c'est Masato Tanaka qui domine et qui fait une grosse hit sur la jambe de Tetsuya Endo jusqu'au gros retour de Endo, puis l'enchaînement sur la fin de combat, etc. avec les nearfall, etc. Là où j'ai vraiment un problème un peu dans ce combat, et en même temps je m'en branle un peu parce que je suis assez habitué personnellement, mais je peux comprendre que ça fasse chier, c'est que arrivé à un moment, Endo vend super bien sa jambe, je trouve que c'est un super seller pour le coup, et à un moment, il s'en branle quoi. Il sent plus rien. Et ce qu'on reproche des fois, voire totalement, et je comprends tout à fait qu'on reproche ça à quelqu'un comme Okada par exemple, on peut le reprocher également à Endo dans ce combat-là. Parce que je sais pas comment tu as trouvé, si tu as cette sensation-là aussi, Wingreen, mais pour le coup, Endo, sa jambe en fin de combat, il s'en branle, quoi. Alors que pendant les 3 quarts du match, il avance énormément. Et moi, j'analyse pas à ce point-là pour enlever des points à un combat quand il y a ce genre de truc. Mais si toi, tu me dis que tu as trouvé que le selling, le no-sell de fin de match t'a choqué, ça me choquerait pas, tu vois. Je sais pas ce que tu en as pensé, hein, pourquoi. Disons que c'est vraiment s'il y a vraiment un point négatif à trouver dans le match, c'est ça, quoi. C'est pas que c'était mauvais, c'est qu'effectivement, c'était. Pendant longtemps, il le scelle bien, il joue bien avec ça. Et sur la fin, bon, allez, c'est parti. On fait son.
On fait son finish 2 fois, allez, c'est la fête. Ouais, il faut Mais finir, quoi. Faut finir après le match. Arrive un moment, on va pas. Voilà, quoi. c'est ça, c'est un petit peu gênant. Je comprends, en fait, je comprends pourquoi ça se passe ainsi, hein, très Mhm. clairement. Mhm. C'est toujours un petit peu gênant. Après, ça m'a pas empêché de profiter Oui, c'est un super fortement du combat, match. hein. Super combat. Les nearfalls un peu abusifs. Bon, il y en a. C'est pas non plus Okada qui se réveille. Voilà, Ah, mais il y a un peu quand même. Mais après, dans ce genre de combat, c'est la construction hyper classique d'un match japonais, d'un main event, quoi. c'est ça, c'est une construction de la main event. Et encore au niveau des Nerfos, je trouve que ça allait, en fait. Enfin, Ouais. y a Hmm. pas, j'ai Oui. pas trouvé quelque chose de Il y a, choquant, en fait, d'énervant, en fait, sur les il Nerfs. y a- il y a un dégagement à 1, je crois, d'un moment sur un slide elbow de Tanaka, si je dis pas de bêtises, je crois. Voilà, c'est le Nearfall un poil abusé du lot, Hmm, mais hmm. c'est tout, quoi. C'est Ouais, c'est ouais, ouais. bon, je pense. J'ai toléré un, tu vois. Hmm, Je suis hmm. pas non plus un dictateur là-dessus non plus. Non, non, Pas non, déconner. mais arrivé à un moment, enfin, quand on regarde un main event de Puro, on se doute que ça va être construit comme ça parce que c'est dans leur culture, quoi. Bon, Mm, mm. Mais en tout cas, c'est un main event ultra solide, quoi. Masato Tanaka, il a 50 berges, enfin 47 ans ou 48 ans, il est costaud de ouf, quoi. C'est un catcheur assez sous-coté au Japon, hein, mine de rien, je trouve. Et pourtant, le mec, il est là depuis tellement longtemps, quoi. à ce niveau-là, et Mm, il est super. Il est mm. super. Et Endo, il a 28 ans, quelque chose comme ça, je crois. 28 exactement, Ah bah tu vois. Mm. et Endo, moi, personnellement, je le trouve fantastique. Ah Absolument ouais, fantastique. ça, je pense que je peux le mettre dans mon top 5 de mes catcheurs préférés au Japon. Ouais. Ça m'étonne. T'es étonné? Non, je veux dire, Ouais. quand un catcheur avec un tel talent s'exprimer, Ouais. bon, voilà quoi. Ben, Là, bah, tu j'ai vois, envie d'avoir des. ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense que ce qu'il fait dans le ring parle pour lui à un moment donné. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, tu vois, bah, ces derniers temps, je me suis mis à regarder autre chose que ce que j'ai l'habitude de regarder. Donc, quand je dis autre chose, bah, c'est Big Japans, Freedoms, NJP, voilà. Je me suis mis à regarder un peu plus de Noah, un peu plus de DDT, un peu de All Japan aussi. Bah, tu vois, des catcheurs comme Miyahara, Endo, Takeshita. Du côté de chez Noah, Keno ou mince, Kiyohama, c'est ça, Kiyomiya. Kiyomiya, voilà, ce genre, bah, les stars de ces structures, hein, tout simplement. Bah putain, qu'est-ce qu'elles sont fortes, quoi. C'est là que tu dis, il y a du talent au Japon, c'est dingue, quoi. Tu vois, c'est. Mais ne serait-ce que on a eu des très beaux matchs dans les main events. Endo Tanaka en est un, effectivement. Et je pense que ça a dû te faire plaisir dans le top des matchs de 2019 de Sturi sur la chaîne César Catch, quand il a mis Takeshita contre Endo. Oui, je vois un DDT dans un top diffusé aussi largement, ça fait toujours un Mm, petit plaisir. C'est peut-être le seul où tu étais d'accord avec lui, j'imagine. Clairement, oui. Ça m'étonne pas de toi en tout cas. Mais si t'as une note pour ce match, tu mettrais quoi, toi? Aujourd'hui, c'est 4 en fait. 4. Ok, ouais. D'accord, ok. Moi, je mets 4,25, ouais. Tu sais, 0,5 le petit Oui. 0,25 en plus. Mais bon, ça se joue pareil, hein. C'était un super match que je conseille. Si t'as 3 matchs à conseiller, pour toi, c'est quoi dans ce Peter Pan? Ouais, euh, la question, est-ce qu'on compte les cinématiques ou pas? Oui, 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 ça fait partie du show. Et donc, les deux, Les- donc le KOD Tag Team, le KOD Openweight et le Takeshita Yoshihiko. Bah pareil pour moi, clairement. C'est ça, et puis le match aussi Arashima, Marufuji et Mao Asuka, que j'ai vraiment aimé. Mais franchement, c'était pour finir, après 2 heures d'émission, je pense qu'on est bien. On aura fait un podcast de 2 heures sur DDT, alors que j'entends personne dire que chez les rebus, on parle pas d'autre chose. Enfin, de toute façon, on est connu pour parler d'autre chose, mais au moins, on parle DDT, voilà. Et si vous souhaitez un jour parler d'une promotion ou autre dans un podcast pareil, donc de format 1h30, 2 heures, ou moins aussi, hein, ça dépend, on n'est pas obligé de faire 2 heures à tout prix, bah, surtout Il est pas n'hésitez des choses. pas. De quoi? Des shows aussi, parce que là c'était Bah particulièrement là, il y avait long. deux, voilà, il y avait 2 shows. C'est tellement compliqué la DDT que quand je t'en ai parlé, Wingreen, je t'ai dit, bah on va être pédagogique à mort, quoi. On est obligé, quoi.
On pouvait pas faire une demi-heure et dire bon bah voilà, démerdez-vous quoi. Bah non, c'est impossible. Exactement. C'est impossible. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que si certains d'entre vous n'ont pas vu le show, qui s'intéressent à DDT, qui est une promotion euh, à connaître, clairement, pour moi. Tant mieux, tant mieux. Mais ça plaira pas à tout le monde. Mais il y a quand même des trucs très chouettes à regarder, comme ce main event. Et si vous aimez les trucs totalement what the fuck, regardez dans ce match le segment entre Donshoku Jeno et Makoto Oishi. Hein. Ça aussi, c'était fantastique. Quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que tu as un dernier mot à dire là-dessus, Wingreen? Non, pour dire que globalement, ça m'a fait passer un week-end de live d'Edity très, très sympathique, vraiment très heureux. Moi aussi, je peux avoir du bonheur en regardant du catch, vous voyez. Bah voilà, effectivement. Bah c'est ce qu'il faut retenir, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Et tu le sais très bien, Wingreen, que chez Rebu, moi j'essaye de. Enfin, moi, un peu plus que Enzo, ça l'intéresse un peu moins, mais moi j'essaye de parler de tout style de catch. Et dès que tu veux parler d'un truc, surtout n'hésite pas, tu sais très bien que logiquement, j'accepterai. Logiquement. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir fait ça avec toi. Un bon podcast de 2 heures sur la DDT. C'est pas partout qu'on le voit. Donc, si vous avez aimé ce podcast, bah, surtout n'hésitez pas à le partager. C'est long, certes, mais voilà, on a essayé d'être le plus. Quand une fois, on a expliqué le maximum de choses. On veut que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et on espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un gros plaisir de faire ça avec toi, Wingreen. C'était un très gros plaisir. Après, vous pouvez toujours nous contacter. Moi, en l'occurrence, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou quoi qu'est-ce, on reste dispo. N'hésitez pas. Ouais, bien sûr, vas-y, ton Twitter. Twitter, donc, @utojiu, donc intitulé Wingreen. Ouais. Et après, vous pouvez me retrouver sur le Discord des rebuts, hein, sans problème. Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Il est fort! Il est fort! Voilà, bien sûr. Bien sûr, tous les liens sont dans la description, que ça soit son Twitter, mon Twitter, le Twitter des rebuts du catch, le Discord également des rebuts du catch. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit pour tout le monde, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez également nous soutenir, c'est toujours jouable. Vous pouvez acheter des beaux t-shirts comme le Rebullet Club, voilà, sur le Spreadshirt. N'hésitez pas, ou sinon un t-shirt Deathmatch Wrestling sur le Teespring. Et vous pouvez également nous faire un petit don si vous le souhaitez pour qu'on continue à pouvoir diffuser en audio, même si ça fait pas beaucoup de vues. C'est disponible, donc partagez tout ça, on compte sur vous. Merci à toi, Wingreen, un grand plaisir. Merci à toi, Cody, merci pour l'invitation. Et puis on se capte l'année prochaine pour Peter Pan 2021. Et grand plaisir. Et puis avant, on va parler à Impact quand même. On va pas oublier cette anniversaire. Voilà. Bon, ça sera peut-être dans l'hebdo. Oui, vive Impact Wrestling. Allez, tu l'as placé, c'est gratuit. Je te l'offre. Très bien, allez, merci à toi Wingreen, merci à vous tous, merci à toi si tu as réussi à suivre toute cette vidéo et que tu n'as pas vu le show, tu es vraiment un ouf, donc un grand merci à toi. N'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser un like. Merci à vous pour le soutien. C'était Cody McLeod des Rebuts du Catch avec un des membres de la Rebut Family, à savoir Wingreen. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas... Ah, très bien. Il est bon. Allez, ciao, bonsaï.